ta bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Hey, salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Game Over, le podcast. On pourrait quasiment appeler ça les retrouvailles. On a sauté 1 semaine et 2 jours. D'habitude, on est diffusé aux 2 semaines. Là, parce que j'étais en Europe, ça paraît toujours bien de dire ça. Parce que j'étais en Europe, on était supposé de tourner lundi, puis le clown a booké un vol du retour la même journée. Air France a décidé que je ne faisais pas le podcast lundi, donc merci de votre patience et de nous accueillir 2 jours plus tard. Je vais en profiter tout de suite pour dire que les prochaines diffusions, il va en avoir une lundi, le 3 juillet, et après ça, on va faire ça. En fait, c'est quasiment 3 semaines consécutives. On s'ennuie, on veut vous jaser, fait qu'on fait ça le 3 juillet, et la semaine d'après, c'est le 11 qui est le mardi. On est dur à suivre, mais c'est une façon de se faire désirer. Comment ça va, mon cher Eric? Ça va bien, toi? Beau voyage, t'as eu? Ouais, man, écoute, je suis allé faire un demi-marathon en Écosse, à l'île de Skye. Honnêtement, si tu veux retrouver tes vies antérieures, man, tu vas en Écosse, man. C'est là où les esprits vont te parler. J'ai capoté ma vie, puis après ça, je suis allé faire des shows en France. Je vais raconter l'anecdote bien vite pour montrer que des fois, tu sais, dire oui dans la vie t'apporte beaucoup plus que de passer sur certaines occasions. J'ai fait sous-écoute, c'est pour ça que j'allais à Paris, le podcast de Mike Ward. Il y avait un producteur, blablabla. Le lendemain, je jouais dans un petit club qui s'appelle le Fridge Comedy Club. C'est un peu le bordel de Paris. Puis je jouais à 8h30, sur le show de 8h30. C'est la même affaire, là, tous des humoristes qui se suivent. Et il y avait aussi le show à 7h15, 19h15. Puis là, celle qui programme les shows qui s'appelle Colleen a dit « Fais donc 7h15, c'est de la relève. » Tu vas te remettre un peu les mots en bouche, l'expression française, puis tout ça. Puis il y a 13 personnes dans le public, fait que je te mets au défi de faire rire 13 personnes. Parfait. Et je vais m'amuser et j'apprends que le producteur qui était venu à sous-écoute est là. Et je monte en haut, puis il me dit « Hey, il dit, man, j'ai vraiment trippé. Il dit, qu'est-ce que tu fais demain soir? » Je fais, demain soir, je sais pas, je pensais me rebooker dans une coupe de club, puis tout ça. Il dit, écoute, il dit, moi, j'ai un gala dans un théâtre de Bordeaux, devant 1000 personnes, j'aimerais ça te rajouter. Fait que en 24 heures, je suis parti jouer devant 13 personnes à 1000. Et tout ça, j'ai dit oui. Faut dire oui dans la vie, mais tu sais pas ce que tu vas t'amener. T'es d'accord, toi, je pense? Ben oui, écoute, hey, c'est le fun, ça. Ça aide de 13 personnes. Ça va être encore plus dur. De 13 à 1000. De 1000, c'est plus difficile que 13. 13 personnes, vraiment, t'as des crickets, puis t'es pas bon, mais tu le sens tabarnouche, hein? Non, mais en fait, non, parce que quand tu réussis à faire rire 13 personnes, même si t'es juste un haha, c'est quasiment plus valorisant parce que, tu sais, 1000 personnes, écoute, c'est un sacré trip, mais tu sais, il y a un effet de vague, tu comprends-tu? Dans 13 personnes, les gens sont quasiment gênés, ils se regardent, fait que... Hey, aussi, on a eu un cadeau, man, j'aime bien ça, je fais mon tease, mais je pense qu'on l'a déjà vu, mais notre chum François Vendetti, qui va venir nous parler tantôt pour la relève, voici officiellement... Wow. Exactement. Wow, hein? Ouais. Là, je me rends compte que j'ai vraiment mal supervisé toute l'opération parce que je commence à être jaloux de te voir la face. Non, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec les lunettes? Juste faire une réflexion de toi, le bord des lunettes à la place. Ouais, il va falloir... Moi, pour trouver avec Maxime... ta belle tête, parce qu'avec ton beau... avec tes bouches, ton beau cuir chevelu. Mon shiny crown. Mais, ouais, il faudrait falloir squinter pour voir Maxime Martin. Mais c'est quand même hot. Pour ceux qui nous demandent si c'est possible d'en acheter, on en a juste une, il y a juste celle-là. Fait que, Elle est vraiment chère, celle-là. Celle-là vaut... One of one. One of one. Exactement, ça va être limité. Toi, quoi de neuf, mon cher? Ah, ben écoute, en fin de semaine, je suis allé à, ça s'appelle Newcomerstown en Ohio. C'est vraiment quelque chose de le fun. C'est la birthplace, puis où est-ce que Cy Young est enterré. Oh, c'est vraiment son village. Ouais, c'était vraiment impressionnant parce que, tu sais, veut pas, j'ai gagné Cy Young, mais l'histoire de Cy Young, je la connais pas vraiment. Je savais pas que son nom, c'est Cyclone, premièrement. Ça, je pense, c'était Cy. Son nom, c'est un nickname, c'est Cyclone. Mais c'est vraiment intéressant. Il y avait 3-4 000 personnes, un petit village. C'était vraiment le fun. C'était vraiment quelque chose de spécial. J'étais allé à son gravestone. C'était vraiment émotionnel. Moi, j'ai gagné le Cy Young, mais là, je le sens un petit peu. Tu l'as dit déjà il y a 2 minutes que tu as gagné le Cy Young, on le sait. Il est là en passant. Je le sais, tu me le montres à chaque fois. Mais non, mais c'est quand même hyper cool. Pas aussi cool que de jouer devant 13 personnes à Paris. Ça, je veux juste on ramène les choses. Non, mais joke à part, tu m'as envoyé plein de photos. Je trouvais ça tellement génial parce que je sentais le petit cul en toi, juste trippé d'être là. Et tu sais, juste un nombre de victoires, man. 511. Je pense que le deuxième est à 400 quelques. Simon, tu pourrais peut-être checker, s'il te plaît, les gars en studio.
Mais il y a une petite drop. Mais évidemment, à l'époque, je veux dire, tu lançais la game au complet. Je veux dire. Puis c'était quand même une époque où il y avait comme. On oublie ça, mais c'était comme. As-tu commencé à jouer au début de 1900? Il est né en 1960 quelque, je pense, ou 70 quelque. En 1903, il a gagné le King of Pitchers. Je sais pas, c'était avant le Cy Young, sûrement, ça. C'est King of Pitchers en 1903. C'est sûr que c'était avant le Cy Young parce que. Tu peux pas gagner un trophée qu'ils vont te nommer pour toi pendant. Non, j'adore, c'est très drôle. Le premier Cy Young, c'est King of Pitchers. De trophée de marde, là. Pourquoi ça s'appelle pas déjà Cy Young? Là? 511 victoires, man. Et, tu sais, on parle vraiment de Walter Johnson, 417. Merci, Simon. Bon, tu vois, je le savais, j'étais quand même pas super dans les trivia. Amenez-en d'autres des questions trivia, ça va être le fun. Mais, écoute, en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais même des... Moi, j'avais lu un article récemment qui disait que même, tu sais, parce qu'en général, on dit qu'il faut que tu gagnes 300 games pour être quasiment un sure shot pour entrer au temple de la renommée. J'arrête pas de dire qu'on va entendre baisser jusqu'à 250 parce que, tu sais, on sait maintenant c'est quoi, tu sais, je veux dire, t'as ton releveur pour la 6e, pour la 7e, pour la 8e, tu sais, je veux dire, tout est hyper fragmenté. Je trouve ça triste un peu, non, je sais pas. C'est triste, oui, mais écoute, tu n'auras jamais, je pense, même 200 victoires, ça va être difficile à avoir. À partir d'aujourd'hui, 200 victoires, ça va être quasiment impossible. On parlait justement un petit peu des Rays, Tampa Bay Rays, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les lanceurs, avec les releveurs. Mais c'est quelque chose, 300, on ne verra plus ça. Puis 511, c'est ça, 511? Ouais, non, ça oublie ça, là. Non. Et puis une statistique que je regardais, c'est qu'il y a 55 games qu'il a lancé en 164 games. 154 games, il a lancé 55 matchs, 47 matchs complets. C'est incroyable. Il a lancé 455 manches d'une année, puis je pense que j'ai même pas fait ça dans ma carrière. C'est impressionnant. Ben, c'est drôle parce qu'il y a un autre podcast que j'aime bien aussi qui est Bill Maher. Je sais pas si tu connais l'humoriste Bill Maher qui fait le show Real Time with Bill Maher. Bon, exact. Et il y a aussi son podcast qui est super bon qui s'appelle Club Random. Fait que s'il y en a qui veulent l'écouter, je vous dis ça. Il recevait comme invité Bob Costas, puis il parlait justement de ça. Tu sais, comment ça se fait que dans le temps sans citer Cy Young, mais pourquoi, tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, tu sais, même des années 70, les gars, c'était qui, je pense, à un moment donné, qui avait gagné? C'était-tu Danny McLean? Avant d'aller en prison. Non, mais il y avait comme genre 27 victoires et 22 défaites, en affaire de fou. C'était des années 70, c'est pas si loin que ça, mais il disait. La différence. Ah oui, il disait pourquoi est-ce que les jeunes. Pourquoi que les joueurs se blessent de plus en plus? Tu sais, tout est Tommy John aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis dans un pool de baseball. À chaque soir, je me croise les doigts de pas en perdre un. Et il me disait, mais à l'époque, les gars, ils se paissaient. Ils savaient qu'il allait avoir peut-être 50 départs dans l'année. Fait qu'ils pitchaient pas à 80-100 km/h à chaque lancé, à chaque manche. C'est ça la grosse différence, je pense. Écoute, on regarde les scalps, on regarde tout le monde, on regarde la télévision, on voit le temps à 100 000 heures. T'enlèves le speed, t'enlèves la vélocité de chaque lancé. À TV, c'est un petit peu plus plate pour les fans, mais tu vois, les joueurs vont reculer un petit peu. Je pense qu'on a valorisé le miles per hour à la place de location. Ça a changé au complet. Là. Écoute, la façon qu'on lance, c'est complètement différent. La façon qu'on attaque, l'argent que les joueurs font aussi. Tu ne veux pas blesser tes joueurs. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu les protèges un petit peu trop. Après ça, tu les protèges tout, mais ils sont plus capables de lancer 7, 8, 9 manches. Puis aussi, on a beaucoup de bons lanceurs. Là. Je pense que on est beaucoup mieux. Les athlètes qu'on en a dans le temps, tu regardes les games de hockey dans le temps et les games de hockey présentement, les athlètes sont complètement différents. Fait que je pense un petit peu, on peut dire, OK, là, on peut être des vieux grincheux, tu regardes du monde qui chiale tout le temps, les jeunes ne sont pas capables de faire ça. Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais il y a beaucoup de vieux lanceurs, vieux joueurs qui se plaignent que les joueurs, c'est complètement différent comme game. Le talent est beaucoup plus élevé. Puis les rôles ont beaucoup changé. La relève, je pense que tu as eu 4-5 gars qui peuvent être un closer à cette avec le stuff. Moi, quand je lançais à 94 à 97. Puis on voyait ça, c'était incroyable. Fait que, tu sais, moi, je ne serais même pas dans le top cette année. Là. Je ne serais même pas dans le top. Écoute, je pense que c'est pas Ben Joyce avec les Angels de Los Angeles qui est 105 en affaire de même. Ça revient ridicule, là, je veux dire. 105, tu te demandes pourquoi il se blesse. Je pense que, tu sais, à un moment donné, ton corps, même si tu es 6 pieds 8, l'élasticité que tu as dans ton bras, puis tu sais, tu peux pas lancer à 120 000 à l'heure. À un moment donné, tout va casser. Je pense que c'est ça un petit peu la différence. À la place d'un gars comme Greg Maddux qui lançait à 85-90% maximum. Il y avait beaucoup de contrôle. Je pense que c'est ça la différence. C'est un gars qui lance à 100 000 à l'heure, mais il lance environ dans le milieu. La différence qu'un gars qui lance à 90, 95, mettons, qui lance sur chaque coin, c'est ça la différence entre un Greg Maddux qui gagne 5 Cy Young puis un gars qui a de la misère à lancer 250 manches par année. Parce que même dans son prime, Maddux touchait pas 90 000 à l'heure. Je me trompe-tu?
Oh non, quand il était jeune, il lançait 94, je pense. Il avait vraiment de la bonne vélocité, mais après, tu vois la différence. C'est ça qui est le plus impressionnant, parce qu'il avait de la vélocité, mais plus qu'il a vieilli, plus qu'il a été capable de changer son style de lancer. Parce que oui, il veut pas. C'est le fun d'avoir 100 000 à l'heure, que tu n'es pas obligé d'être aussi précis. Ouais. Mais lui, il était précis, puis il avait de la vélocité. Puis en plus, il a additionné du mouvement en plus dans sa carrière. Mais on dirait que plus il vieillissait, je veux dire, vraiment comme un bon vin, je le trouvais admirable à chaque année. Je me souviens qu'il y avait une année qui avait lancé quasiment au-dessus de 200, 250 manches. En tout cas, c'est vraiment une saison complète. Il y avait eu 12 buts sur balle, man. C'est ridicule. C'était un peintre de la plate, là. Vraiment, c'était... un artiste. C'est pitching is art, là. C'est vraiment ça qu'il faisait. Tu voyais que les joueurs, c'est ça, en plus, dans le temps, la strike zone était un petit peu plus large, je vais te dire de quoi. Tu voyais que les Lopez, il en donnait un petit peu plus. Mais à cette heure, dans le temps, tu n'avais pas vraiment de replay à TV. Tu n'avais pas de monde qui jugeait tant que ça. Là, à cette heure, avec le petit carré sur chaque lancé pour dire. Exactement. C'est du coup, j'avais jamais pensé à ça parce que c'est sûr, tout un gars comme Maddox, Randy Johnson, regarde, la liste, elle peut être longue, on peut passer une heure à juste nommer des noms, là, mais tu as le droit à ce petit, je dirais pas jusqu'à un pouce, là, mais tu as le droit à peut-être un centimètre un peu à gauche, pas à droite, en haut, pas en bas, là, fait que non, je comprends ça. Hey, aujourd'hui, à l'émission du côté Game Over francophone, évidemment, dans quelques secondes, parce qu'on n'a pas fini de jaser, on va voir notre chum Philippe Aumont. Très, très, très hâte d'y parler. Toi, tu le connais très bien. Aussi, à 22h, c'est la diffusion de Game Over, le podcast en anglais. Il y a les deux, oui. Faut le préciser à chaque fois parce que, anyway, je chialerai sur l'autre en anglais, sur ceux qui lèvent les pancartes parce que si on est bilingue, puis ça a l'air que c'est un gros problème. Non, mais on va avoir Frank Frangillo, qui est... Ça, honnêtement, c'est tellement intéressant. Puis peut-être, ce serait peut-être le fun de monnaie qu'on sous-titre en français pour ceux qui veulent l'écouter. C'est le directeur de l'entertainment des Savannah Bananas. Ça paraît drôle comme nom, mais c'est vraiment une équipe d'exhibition de haut niveau. Toi, tu me dis qu'on peut comparer ça à du niveau 2A, honnêtement. Fait que... pas midget 2A, là, on parle de club école 2A. Non, mais juste que ça soit précis. Et qui sont en train de réinventer la game avec des nouveaux règlements. Et on aura plusieurs discussions aussi. Avant de commencer, avant d'avoir Phil pour notre discussion, il y a tellement de sujets. Je voulais parler de la conférence de presse du propriétaire des Mets qui essaie de calmer tout le monde, mais la panique est déjà semée avec les gros contrats qui vont avec. Puis dès qu'on parle de gros contrats, moi puis Gags, on s'ostine sur des affaires. Non, mais c'est normal, mais je t'entends taper du pied déjà. Je voulais juste souligner qu'il y a une semaine, j'avais prédit que les Reds seraient en première place très bientôt. C'est réalisé. Merci beaucoup. Preuve que comme quoi, quand tu développes des jeunes talents. Tu sais, t'en souviens-tu, il y a 2 ans, le propriétaire menaçait de vendre l'équipe ou de déménager l'équipe parce qu'il avait fait un rebuild, puis les fans chialaient, puis le propriétaire avait dit « Vos gueules ou je déménage l'équipe. » Aucune subtilité, là. Puis, regarde, 2 ans plus tard, ils sont en première place. C'est une division faible, tu vas me dire, là, mais... Écoute, ils sont en première place, tu peux pas enlever ça. C'est le fun d'avoir Joey Votto à revenir en plus en France. Puis le jeune de la Cruz qui est incroyable, là, c'est le fun à voir. Là, c'est un freak et son histoire est belle. On en parlera peut-être justement. Je sais que du côté anglophone, on voulait en parler. Peut-être qu'on reprend un mot sur du côté francophone. On fera peut-être même justement une histoire un peu plus élaborée parce que tu m'as envoyé un lien qui parlait de... En fait, tu m'as agacé parce que je pense que c'était en 3 parties. Tu m'as envoyé part 2. Fait que j'ai pas le premier puis j'ai pas trouvé le 3e, mais heureusement je connais l'histoire, mais la phrase que j'oublierai jamais dans ce que tu m'as montré du part 2, c'était évidemment c'est un jeune de la République dominicaine, très très, je pense que quand il est signé il pesait 150 livres. Maintenant il pèse, man, c'est un corps de béton, je pense qu'il est autour de 220 si je me trompe pas. Parce qu'il est au-dessus de 200 livres, il a de l'air de ça, il est à peu près à 6 pieds 4. Ça a de l'air qu'il a déjà couru du marbre, pendant une game, du marbre au 3e but en 11,7 secondes, une affaire ridicule de même. Mais à l'époque, il y avait été, il y a beaucoup d'écoles de baseball, mais en fait, des écoles de baseball, comme on dit. En fait, eux autres, c'est là où les recruteurs vont évidemment scouter. Dépister, c'est quoi le mot que je pourrais dire, en tout cas? Dépister, c'est bon. Non, je suis pas sûr que ça existe. On invente des mots, puis... On dépiste des mots. Mais... et à un moment donné, il y avait des recruteurs qui voulaient voir une certaine recrue, puis les coachs ont dit... Ils avaient demandé à De La Cruz de venir parce que en disant à voix haute, il est inférieur à l'autre, fait qu'il va mieux faire paraître l'autre. Tabarnak, tu dis pas ça un petit cul de 15 ans, voyons donc! Moi, j'ai capoté dans ce que tu m'as envoyé. Mais voyons donc! Puis comme de fait, vraiment comme quoi la vie est super bien faite, ils ont remarqué le petit cul de la Cruz et regarde ce que ça donne aujourd'hui.
Non, c'est le fun. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en République. Écoute, il y a tellement de talent. Là, sur l'île, je sais pas, je pense que c'est 25 ou 30 du talent qui est des majeurs, c'est de la République dominicaine. Fait que c'est le fun d'avoir une belle histoire comme ça parce que veux pas, tu sais, j'ai été en République, je suis allé voir comment ça se passe, les jeunes, puis ils n'ont rien là-bas. Ils n'ont rien. C'est vraiment un peuple qui est vraiment, vraiment proud. C'est clean au bout. Puis voir une histoire comme ça avec le jeune, que tu sais que toute sa famille, leur vie, c'est sur le baseball. C'est le fun à voir qu'il y a du talent comme ça. C'est incroyable, le talent. Okay. Il y a une autre affaire, j'ai envie de te parler bien vite, mais je ne sais pas si je vais te faire partir sur une chire. Non, tu vas éviter le sujet. Soit tu pars sur une chire ou tu évites le sujet. Mais je te fais... Peut-être qu'on ne le développera tantôt dans le podcast anglophone, mais je te fais remarquer que les Diamondbacks sont devant tes Dodgers, qui sont 3e. Je te dis ça de même. Ah non, c'est OK. Ça va bien aller, Dodgers. Tu es en train de bouder? Est-ce que non, je regardais un petit peu la semaine passée que tout le monde commençait à chialer un petit peu à Los Angeles contre des Browns, des choses comme ça. Fait que, non, écoute, chapeau à Arizona. Ça fait longtemps qu'ils ont besoin de ça parce que, veut pas, les Dodgers, tout le monde le sait que c'est la meilleure équipe. Là, ils ne délivrent pas, mais ça va être intéressant. Une belle fin de saison. Honnêtement, moi, tu sais, tu le sais, on en a parlé de ma relation avec les Dodgers, une espèce de love-hate relationship. Depuis que tu n'es plus là, c'est plus toi puis Ross. Mais, tu sais, oui, j'adore le fait qu'ils sont capables de dépenser. J'adore. Je remarque le fait qu'ils sont capables de dépenser l'argent qu'ils veulent, mais ils prennent le temps de développer quand même des jeunes à travers. Exact. Tandis qu'à San Diego, qui ont acheté vraiment de 1 à 9. Ils ont acheté le 1-9, mais San Diego sont vraiment forts des mineurs. Là. Moi, quand j'étais dans le recrue, là, ils sont vraiment solides. Ils ont des bons joueurs. C'est juste qu'ils ont juste accéléré le processus avec beaucoup d'argent, je pense. Oui, exactement. Ouais. Mais tout ça pour dire que... Mais au bout de la ligne, puis on va regarder ça rapidement parce que moi, je pense qu'on va en parler plus tard tantôt, mais... tu sais, honnêtement, ce que je trouve ça le fun avec les Diamondbacks, tu sais, avec le Corbin Carroll, qui est comme la saveur du mois chez les recrues. Mais pas la saveur du mois parce que je pense qu'il est en train de s'établir solidement. Ils ont envoyé le jeune Alec Thomas d'un mineur. Il est revenu en force. Ketel Marte au deuxième but qui on dit en anglais un rebound season, mais qui vraiment l'année passée avait une saison passable, mais là cette année on retrouve le Ketel Marte qu'on a déjà eu. Perdomo à l'arrêt-court qui fait une job évidemment, qui est capable de frapper premier, 9e, 8e, 7e. C'est pas un gars de power, mais qui est capable de courir, surtout un excellent gant. Je trouve ça le fun à voir. Au point de vue des lanceurs, il n'y a rien de vraiment hyper extraordinaire à part Zach Gallen. Ils ont une couple de jeunes corrects, mais au bout de la ligne, je me dis, ça va être tough pour cette équipe-là sans vétérans. Ils n'ont pas de grands vétérans qui sont... Il n'y a pas de grands vétérans, mais c'est ça qui est le fun. Il y a voir là ce premier but qu'il a depuis un bout, c'est tout. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, par exemple. Ils n'ont aucune expectation. Les autres, ils sont arrivés pendant la saison puis ils se disaient 3e place, ça serait vraiment une belle saison. Là, ils sont en première place, tu vois, les jeunes. Au moins, ils ont eu la chance de découvrir le jeune. Ça fait 4-5 ans qu'on a la misère. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut que les jeunes prennent la charge de l'équipe. Je pense que c'est ça qui arrive. Tu vois, les coachs, je pense que le manager, ça fait 4-5 ans qu'il est là. Fait que c'est vraiment quelque chose, ça fait longtemps qu'ils travaillent là-dessus. Puis c'est bon à voir. Ils ont été patients. En Arizona, ils ont été très patients. Ils n'ont pas le choix aussi. Il n'y avait pas vraiment d'argent à dépenser. Il fallait vraiment être intelligent. Puis tu vois qu'ils ont vraiment fait ça comme du monde, les mineurs. Mais ça va-tu être capable de continuer comme ça avec les Dodgers qui s'en viennent? Les Dodgers sont capables de faire des gros échanges avec les San Diego on sait du power. Mais les Giants sont toujours... Le mystère des Giants. Les Giants sont toujours là parce qu'on parlait justement de culture. Je pense que les autres, dans leur tête, ils pensent juste de gagner. N'importe qui sur le terrain, c'est une attitude de gagnant. Puis ça fait, quand tu gagnes 3 World Series en 5 ans, je pense que ça l'aide beaucoup à faire une belle culture. Puis c'est ça fait un petit bout de ça, là, mais il n'y a personne de cette équipe-là qui est un All-Star. Mais honnêtement, tout le monde a l'air de se complémenter autant sur le terrain que dans l'ordre des frappeurs. Puis quand même des bons lanceurs aussi avec un bon closer. Tu sais, c'est quoi avoir un bon closer? Fait que. T'as-tu regardé la College World Series un peu? Avec LSU puis Florida? Oui. En fait, moi, je suis un fan de la NCAA. Là, j'étais triste pour Wake Forest. C'était la première fois qu'il y avait une équipe qui finissait premier au classement de la saison régulière, on va appeler ça de même, qui avait des chances. Puis c'est drôle à dire. Il y a un lanceur qui a fait le commentaire de... Parce qu'en fait, ils ont eu une coupe de victoires, ils sont venus de l'arrière, puis avec des gros scores. Puis il y a un lanceur qui a fait « I think we're unstoppable. Je pense que personne ne va nous arrêter. » Ta gueule!
T'as jinxé ton équipe, ben, Hey, ils ont mangé une volée. Ouais. C'est toujours comme ça. Là. Les baseball gods, ils écoutent toujours. Fait que... Mais t'as-tu vu le numéro de Dylan Cruz? Ouais. Dylan Cruz, le frappeur, je pense que c'est le numéro 3 pour LSU. Il y avait Skeens qui était là, le lanceur droitier. Je l'ai vu lancer 2-3 manches. Puis aussi, il y avait Wyatt Langford qui était là, qui est pas de 1-2-3, je pense. Puis, c'est les 3 qui sont supposés de partir au repêchage cette année. Puis on a parlé avant de commencer le podcast parce que, tu sais, moi, j'aime bien les pirates là, depuis que les expos sont partis, tu sais. Puis ça me fait chier parce que, tu sais. Mais là, honnêtement, j'ai souvent critiqué le propriétaire. Il a l'air prêt à garder son noyau. Andrew McCutchen, que tout le monde aimerait avoir parce que toute une saison à 36 ans, a décidé, non, moi, je vais rester ici. Mais on le débattait avant le show. Tu sais, Cruz. C'est un monstre, 6 pieds 4 de 240 et 240 de muscles. C'est pas une bedaine. Évidemment, comparaison à Mike Trout, là, il va en avoir tout le temps. Là, mais c'est un gars qui pourrait certainement déjà être des majeurs, probablement même au début de la saison prochaine, si c'est pas au mois de. Et il y a Skeens qui est le lanceur numéro 1. Ça serait la première fois de toute l'histoire que le numéro 1 et numéro 2, si les deux sortent évidemment un après l'autre, que 2 joueurs qui ont joué sur la même équipe collégiale partent numéro 1, numéro 2. Et toi, tu me dis tantôt, si j'étais les Pirates, je prendrais le lanceur. Oui, moi, je prendrais le lanceur parce que, premièrement, les wood bats, les bâtons de bois, ils utilisent des bâtons en composite. Fait que c'est pour moi un petit peu, c'est la seule différence que j'ai de la misère avec les frappeurs. T'as un gars qui frappe avec batte d'aluminium ou composite dans le college. Il arrive d'un pro avec un wood bat, c'est un petit peu plus dur à prédire, mais moi, j'irais toujours avec les lanceurs. Écoute, veux pas, tu construis une équipe en partant des lanceurs. J'ai le temps le Dodger Way, là, c'est un petit peu mon style, mais quand tu te parles, ça va être dur de passer au-dessus d'un gars comme Trout. Ils disent qu'ils comparent déjà comme Mike Trout. Je sais pas, je dirais jamais ça. Non, Mike moi, de toute Trout. façon, si j'étais Cruz, je dirais, hey, Voyal, s'il vous plaît, là, je peux-tu commencer à être repêché, puis on verra après. Le scout qui a dit ça, le scout qui a dit ça, il veut savoir qu'est-ce qu'il dit parce que c'est complètement dur en tabarnouche d'avoir un autre Mike Trout. Exact. Hey, écoute, on va tout de suite avec notre invité parce que nous connaissons, on pourrait parler de ça encore pendant des heures. Je suis tellement content, moi, de le rencontrer. C'est un de tes bons chums. Moi, on s'est souvent manqué dans des événements. Fait que finalement, ça prenait un podcast. En fait, toute la motivation du podcast était dirigée vers cette rencontre que moi, je vais vivre dans quelques instants. On accueille notre bon ami Philippe Aumont. Monsieur Aumont, comment ça va, Philippe? Bonjour, monsieur, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va super bien. Je suis content de te voir et Gags aussi. Et moi, honnêtement, je suis un fan depuis le début. J'ai suivi ton histoire. Man, t'es tellement fier d'avoir un petit kid chez nous, repêché 11e overall. Jusqu'à ce jour, le 3e Canadien le plus haut repêché de toute l'histoire du repêchage du baseball majeur. Et je trouve qu'avec tout ce que tu as vécu dans ta vie, autant les hauts que les bas, je trouve que c'est tellement une histoire inspirante pour justement démontrer que, tu sais, dans la vie, il ne faut pas avoir peur d'admettre quand ça va mal. 2, il ne faut pas avoir peur aussi de faire face à de l'adversité. Et 3, tu sais, j'ai l'impression que tu as toujours été honnête avec toi-même. Je me trompe-tu? Non, c'est ce que je vis tous les jours. Là. C'est l'honnêteté. Écoute, si t'es pas honnête avec toi-même, je pense que tu te formes une carapace. Je pense que j'ai peut-être fait ça quand j'étais plus jeune, puis ça vient toujours te pogner par le derrière. Fait qu'à un moment donné, tu faut ça capable de te regarder dans le miroir puis de te dire les vraies affaires. Puis pour moi, de cette façon-là, si quelqu'un me le dit, c'est moins dur à prendre parce que je suis déjà honnête avec moi. Fait que si tu peux m'en dire la vérité, je vais être capable de l'accepter. Toujours le fun de dire à quelqu'un, hey, tu m'apprends rien. C'est ça, exactement. Ça fait mal, ça, faire dire ça. Fait que moi, j'ai ça comme arme derrière moi. Phil, ça fait longtemps que je le connais. On a travaillé ensemble, on s'est entraîné ensemble, on a pris une coupe de verre ensemble. Je l'ai vu des hauts, des bas. Mais qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est, comme tu disais, être honnête avec la façon qu'il approche le baseball. Mais je pense que le plus gros problème là-dedans, un peu, je pense que tu es vraiment un perfectionniste. Tu étais vraiment dur en toi-même. C'est ça un petit peu que j'ai vu. La façon que tu étais dur sur toi-même, parce que tu as tellement un bon talent. Mais la question que je vais te demander, c'est quand tu étais repêché en première ronde, 3e overall, pas 3e overall, mais 3e Canadien. Tu avais un gros comptat comme ça. T'avais-tu un petit peu plus de pression? T'es-tu mis plus de pression ou tu penses que non, c'est juste que ça arrive puis c'est le baseball, shit, stuff happens like that, but je veux pas dire shit aussi. Tu peux dire shit, j'ai dit fuck 3 fois tantôt, tu m'écoutais même pas. Mais t'avais-tu un petit peu plus de pression? T'es-tu mis plus de pression ou tu penses que c'est juste, c'est life, baseball? Je te dirais que c'est le moment. J'ai pas nécessairement réalisé l'ampleur. C'est sûr que quand tu rentres dans l'organisation,
Là, t'as tout le monde qui te regarde, puis ça te déculte, ça te déshabille. Là. Seulement, ça te regarde avec des yeux, là, ça te déshabille. Puis c'est là que que comme la pression a commencé à monter. Tu sais, moi, je voulais juste, donne-moi la balle, je veux lancer. Tu sais, peu importe peu importe où que j'allais, je voulais juste lancer, c'était ça mon but. Mais l'autre côté, d'avoir tout le monde a les yeux sur toi, tout le monde parle, il a mangé ci, il a fait ci, il a fait ça. Ça, je n'étais pas habitué. Ça m'a déboussolé. Puis c'est sûr que la pression a commencé à monter. Parce que là, j'avais l'attention de tout le monde. J'étais le chouchou, j'étais celui qu'on protégeait, j'étais celui que, mais tu sais, si t'aimes pas ça, faire ça, t'es pas obligé. Mais le reste de la gang, allez vous garocher dans la boîte, on s'en fout de vous autres. Ouais! Ouais, mais c'est ça. C'est un ça, peu. Exactement. C'était ça qui était difficile là, de gérer. Parce que moi, je voulais être traité comme les autres. Je voulais pas être différent. Puis j'avais un peu le royal treatment que j'ai détesté. J'ai pas aimé ça. Mais moi aussi, Phil, excuse-moi, Phil, tu sais, c'est. Le monde ne comprend pas. Moi, j'étais chanceux parce que moi, je n'étais même pas un gars drafté. J'étais un undrafted free agent. J'avais pas le 1,9 million de tags qui venaient avec moi. Tu sais, j'avais pas d'attente. Fait que, tu sais, dans le fond, je me suis blessé après la première année. J'étais un gars qui a dit, bon, écoute, à un moment donné, tu sais, si ça va bien, ça va bien. Sinon, ça va pas bien. Fait que, tu sais, je suis sympathique avec toi, mon homme, parce que je t'ai vu lancer, je t'ai vu comment tu étais bon. Je voyais comment tu aimes le baseball, puis comment c'était dur pour toi. Parce que je me rappelle, je sais pas si tu vas en parler, mais quand que tu m'as appelé de ton truck, que tu es parti dans le 2A, tu as eu un bon camp d'entraînement avec les White Sox. C'était vraiment incroyable. On était ensemble, on avait du fun, puis on voyait que ça voyait la confiance montait tranquillement, pas vite. Puis tu m'as appelé de ton truck, tu dis ça va pas bien. Puis c'est quoi la différence que tu vois? Parce que moi, je t'ai vu jouer avec les Team Canada. Team Canada, tu arrives là, tu lances, no problem. Tu arrives là, tu sais, la Pride, Team Canada, c'est incroyable. C'est quoi la différence? Pourquoi tu penses que tu dis, tu arrives dans le 3, tu sais, ça va pas bien un peu, puis là, ça commence à enlever pas, ça a un effet boule de neige. C'est quoi la différence? Parle-moi un petit peu du truck call que j'appelle, du phone call que tu m'as envoyé. Ben, c'est la différence, surtout entre Team Canada puis les pros, c'est ça, c'est comme le pride, le fait que je suis confortable avec les gars, avec l'équipe Canada. Puis, tu sais, on est là pour jouer à la balle, on est là pour gagner. Le côté des pros, c'est me, myself and I. Puis, il y a des relations qui sont fake. Moi, j'ai de la misère avec ça. Genre, je suis pas un gars qui est fake, je suis pas un two-face. Mais tu sais, c'est que de ça. Tu sais, c'est comme ton meilleur chum, mais s'il se fait rincer dans la game, là, t'es content. Parce que, genre, toi, tu peux juste aller bien lancer. Ah. C'est toi qui vas monter, c'est toi qui vas passer au prochain niveau. Tu sais, fait que c'est vraiment une jungle. Moi, c'est la jungle totale. C'est me, myself and I, puis je te garoche en dessous du boss, puis je m'en fous, parce que moi, mon but, c'est de monter, puis tu le vois, là, ces relations-là, le gars, il monte des mangeurs, il parle plus, les textos, ils rendent plus pareil. C'est comme, hey, gros, comment ça va? Bonne game à soir. Il est rendu au prochain niveau, c'est comme plus tes amis. Ouais, c'est là bien triste, ça. Ouais, mais c'est un monde où est-ce que I guess que c'est là depuis toujours, puis il faut que tu t'habitues. C'est juste que moi, je me suis jamais habitué. C'est mon seul petit point au cœur que j'ai encore. Colin, j'aurais dû faire l'ajustement. J'aurais dû faire cette barrière-là entre les deux oreilles, de faire comme garde. Occupe-toi de toi-même, occupe-toi de ta personne, puis plus tard, tu te feras des amitiés, genre, si t'arrives à quelque part d'autre, mais. C'est la réalité là, c'est la réalité des mineurs, ça c'est sûr. Mais tu sais, à quelque part, tu peux pas te déshumaniser. Tu sais, t'as l'air d'un gars justement proche, non seulement de ses sentiments, mais à l'affût aussi des gens autour de toi. Tu sais, fait que ça paraît tout de suite que cette barrière-là, tu peux pas la baisser aussi facilement. Mais juste pour les mettre en contexte, parce que Eric m'en a parlé tantôt brièvement, mais t'es avec les White Sox dans le 2A, t'as un bon camp d'entraînement, mais juste te mettre en contexte de cette espèce de petit breakdown-là, c'est quoi? Tu pensais rester en haut, puis on t'envoie en bas, tu fais what the fuck, qu'est-ce qui se passe cette année, ou... Ben, j'ai un des meilleurs camps d'entraînement. Je domine, puis je travaillais avec Eric. J'ai travaillé avec Eric tous les mois qui précédaient le camp d'entraînement. Ça allait super bien. J'arrive au camp. Écoute, je pouvais pas demander mieux. Je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait là. À part de probablement juste avoir 3 strikeouts à chaque manche. Puis, c'est ça. Je suis le dernier coupé. Je fais le voyage à San Diego. Il me renvoie d'un mineur. Puis, de là un peu, c'est sûr que l'estime en soi, un peu la confiance
Et comme Colin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? La pression ne veut pas en dedans de toi, c'est comme OK, j'essaie de faire plus parce que là, je dois faire comme j'ai tout fait ce que je devais faire. C'était pas assez bon. Fait que là, tu essaies d'en faire plus, puis à un moment donné, quand t'en fais plus, c'est comme pas assez. Fait que ça a juste commencé à débouler. Puis écoute, en milieu de saison, là, je suis parti. J'étais juste plus bien avec moi. Là, c'était pas. Moi, j'allais pas juste m'écraser. Puis j'étais rendu là. Je buvais le soir, me coucher, j'avais de la misère à dormir, j'avais des cauchemars. C'était comme OK, c'est pas mon type de vie que je vais avoir. Fait que je devais prendre un break, puis je suis parti. Et c'est quoi qu'Éric t'a dit qui. J'ai-tu le droit de savoir ce que vous avez dit? Je sais pas. C'est peut-être pas de mes affaires, je sais pas, mais. Mais pour moi, c'était important pour les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme Phil. Le gars, Phil, c'est un gars de premier choix. Puis le monde parle tout le temps comment ça, c'est pas arrivé. Mais tellement de choses qui arrivent, que ce soit entre les deux oreilles, la façon que tu es mineur, c'est pas facile. On part de chez nous, des Québécois. On parle pas toujours l'anglais parfaitement. On arrive d'une situation qu'on ne connaît pas. Fait que, tu sais, la santé mentale, là, c'est vraiment quelque chose qui est vrai au baseball. Puis je sais pas si on va en parler un peu, mais on avait le tir. Moi, j'ai déjà eu des yips au golf. J'étais plus capable de poter. J'ai aucune idée comment que ça se passe. J'ai aucune idée comment ça s'est arrivé. Puis je sais même pas comment ça s'est parti. Aucune idée. Mais on regarde un gars comme Alex Manoah qui va bien. Ça va, tu sais, l'année passée, l'année d'avant, ça va incroyablement bien. L'année passée, 3e au vote du Cy Young, man. Incroyable. Puis là, cette année, il n'est plus capable de retirer personne, que ce soit dans le A, dans le recru, des majeurs. Tu sais, il y a quelque chose qui arrive dans la tête que tu commences à avoir des doutes sur toi. Puis quand tu commences à travailler, quand tu commences à penser dans ta tête, quand tu commences à douter, tu perds ton edge. Tu perds, là, tu sais, quand tu dis que les sharks smell the blood, là, c'est ça exactement les frappeurs qui se sentent un petit peu. Puis je pense que, tu sais, Phil, tu as lancé longtemps avec les yips. Puis juste le fait que tu aies fait ça, c'est vraiment incroyable parce que je voudrais que tu expliques un petit peu comment tu te sentais quand tu lançais. Tu sais, c'est facile de lancer, tu sais où ce qu'elle va la balle. Après ça, tu dis, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais quand tu sais même pas où ce qu'elle va la balle, tu as de la misère. Là, il faut que tu fasses un retrait. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que pour moi, je pense que quand il m'a envoyé le texte, le message, c'est un petit peu ça. Ça faisait longtemps, je pense, que ça grandissait un petit peu le stress ou tu sais, c'est que tu jouais pas au baseball. Fait que parle-moi un petit peu de ça. C'est comment tu te sentais quand tu lançais de même? Ben, tu l'as dit, t'as juste. Tu lances la balle, mais tu n'as plus tes moyens. Je lançais la balle, là, mais je me sentais comme un petit jeune du moustique qui n'avait aucun contrôle. Puis c'est difficile parce que là, tu es un homme, tu joues avec des hommes, tu joues dans le pro, je jouais dans le 3A. Je suis monté dans les majeurs. En 2015, là, mon seul départ avec les Félix, là, le yips là, au coton, là, dans le tapis, ici, j'ai 7 ou 8 walks dans le game. Je pense que j'ai le record encore. J'avais le yips, t'es pas capable de lancer une prise, t'as peur de lancer une prise. Puis t'as juste pas de contrôle. C'est vraiment c'est épeurant. Puis écoute, c'est dur à expliquer si tu l'as pas. Si tu l'as jamais vécu. Si tu l'as pas vécu, ce genre de stress-là qui se passe entre tes deux oreilles. Puis ta confiance est au plus low. Tu peux pas avoir une confiance plus bas que ça. T'es bottom of the barrel. Là. Fait que mais tu sais, j'ai continué, j'ai grindé, là, je me souviens, là, c'est année après année. Là, 2014, je l'avais, 2015, je l'avais, 2016. Là, j'ai pris un break. Je suis revenu. Puis encore une fois, tu sais, des fois, j'ai des petits épisodes, juste me lancer. J'ai comme un petit épisode, c'est comme, wow, OK, attends une minute, là. Puis il faut que tu. C'est ça, faut que tu. Je me rappelle, t'en rappelles-tu quand tu mais c'est difficile. Tu me disais squeeze la balle, tu lâches la balle, release, c'est ça qu'on parlait un peu de sport psychology, la psychologie du baseball, de tous les sports. Puis le baseball, c'est encore pire. C'est que quand tu sens la balle dans tes mains et que tu es plus capable de la sentir, tu ne sens plus que tes doigts, là, c'est vraiment difficile. On peut lancer une balle à 100 000 à l'heure sur le coin à droite. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Même quand ça va bien, quand tu ne sens pas les doigts, c'est quelque chose de vraiment difficile. Fait que pour moi, que c'était fait là pendant 4, 5, 6 ans, 7 ans à faire ça, là, j'en reviens même pas. Parce que le monde ne pense pas. Il pense juste, OK, il s'en va jouer, ça va pas bien, il s'en va chez eux, fini.
sais, ça marche pas comme ça. Ouais. Ça, c'est, Ah non, tu traînes ça avec toi. Surtout quand tu es un lanceur qui joue à chaque 4-5 jours. Tu as du temps en sacrifice à penser à ta dernière performance. C'est pas comme un frappeur qui demain a encore 4 autres chances de se reprendre. Puis moi, je peux continuer sur ce qu'Éric disait. Tu sais, on parle de quand même 2015, là, c'est récent. Là, on parle pas de 1992. Là, est-ce qu'il y avait des offres? Est-ce que toi-même, tu dis, bon, faudrait que j'aille peut-être voir un psychologue sportif, faut que j'aille chercher de l'aide, on te l'a-tu offert? Parce que j'imagine que même un bon coach des lanceurs doit, à un moment donné, reconnaître ses limites et faire, OK, ça va plus loin que ce que je peux t'apporter, il faut qu'on aille à la source du problème, ou ce que tu disais tantôt, il y a le côté un peu, pas inhumain, mais je veux dire, t'as beau être un choix de première ronde, à un moment donné, je veux dire... Pas que vous êtes tous des numéros, mais tu comprends ce que je veux dire? Quel genre, ça a été quoi l'approche? Y avait-tu un côté humain ou il y avait un côté plus froid et genre, regarde, règle ça de ton bord puis viens nous voir quand t'es prêt? Non, il y a eu de l'aide parce que chaque organisation a un psychologue sportif. Fait que je les ai tous connus. Je les ai tous rencontrés. Je les ai tous... fait que... mais les White Sox, eux autres, ils ont vraiment été au front de ça. Puis, ils ont vraiment mis l'énergie avec ça. Ils m'ont l'envoyé, puis j'ai passé du temps en masse. Mais c'est juste que, pour moi, t'es en pleine saison, puis c'est quelque chose que tu dois... Ça prend du temps à partir. Tu ne pourras pas aller c'est pas une souper grippe. avec... Je pourrais pas aller souper avec toi, puis tu me donnes un bon pep talk, puis tu me dis « Hey Phil, regarde, là, ta femme elle t'aime, tes 2 petites filles t'aiment, puis il n'y en a pas de problème. Ça marche pas de même. Faut que tu te reconstruis mentalement. Alors, puis pour moi, quand j'étais là, il m'aidait, mais je voyais tellement... Mais je continuais à lancer des games. Ben, oublie ça, là. Je retournais à l'abattoir chaque fois. Puis, on est creature of habit. Fait que là, la pensée, tu veux pas quand on pense, on a une façon de penser, puis tu resets au complet à chaque fois. Puis dès que veux pas, il y a un petit peu de pression, mais là, tu reviens tout de suite dans tes mauvaises habitudes, qui est de penser négatif. Ouais. Ou là, je sais pas exactement c'est quoi la pensée comme, mais moi, quand je commençais à poter, puis je savais exactement, là, je pensais à mes doigts, je pensais à tout. Je voyais, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas compliqué. Pat, la balle, il y a un trou là, frappe la balle dans le trou. C'est pas compliqué, là. Mais tu sais, c'est le monde, c'est le fun. C'est pas le fun. Là, c'est le fun que tu en parles parce que je pense que beaucoup de jeunes, avec la pression, qui ont de la misère un petit peu à dealer avec ça. Puis je t'ai vu dealer avec ça longtemps. Fait que chapeau, mon homme, parce que c'est pas facile. Comme tu disais, tu connais toutes les. Tu connais toutes les... Mais justement, as-tu trouvé la source? As-tu trouvé la source du problème? As-tu trouvé c'était quoi l'élément déclencheur qui a fait te développer ça? Avec l'aide qui a été apportée autant au niveau physique par les coachs, puis autant au niveau psychologique avec l'offre que les White Sox et les autres organisations t'ont donné. As-tu trouvé la source de ce qui a déclenché cette perte de confiance, les gyps, comme Gags a dit? Pour être bien honnête, là, j'ai aucune idée comment c'est arrivé. En 2015, je commence l'année dans le 3A, puis là, je me dis, OK, j'ai plus rien à perdre. Ils m'ont DFA, fait que je suis plus sur le roster. Je suis juste un autre joueur des mineurs, bien ordinaire, fait que je suis comme, garde, j'ai plus rien à perdre. Je commence à dominer, là, comme j'ai jamais dominé comme ça dans ma carrière. Là. Genre, j'étais comme le Roy Halladay des mineurs, là, c'était incroyable. Là. Genre, je lançais des 7-8 manches, aucun walk, tout allait bien. Je me souviens comme si c'était hier. Là. Le lendemain d'un start, je fais mon long toss, un lancé. Mon partenaire est en avant de moi, là. Je l'ai lancé là, facilement à 45 degrés dans les estrades, là, à l'autre bout. Là, j'ai fait comme... Oh, wow, c'était quoi ça? Mm-hmm. Puis après ça, j'ai juste pu être capable de frapper mon partner. C'est comme si genre un virus d'ordi là, est arrivé, pouf! Puis j'ai comme perdu la map. J'ai fait comme, hey, attends une minute, OK. Fait que j'ai comme passé, mais là, le lendemain, c'est encore là. Le lendemain, c'est encore là. Le lendemain, c'est encore là. Là, j'étais comme, ben là, la panique, elle s'installe. Là, c'est comme, OK, j'ai pu... Mon prochain départ, j'ai 7-8 walks. Là, les coachs me regardent, es-tu correct? C'est quoi ton problème? Comme, qu'est-ce qui se passe? Là, tout le monde commence à paniquer. Là, tout le monde t'appelle, tout le monde, là, tu sais pas quoi dire parce que tu n'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Mais là, tu leur dis, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils te regardent, ils sont comme, t'es fou? Va-t'en à l'asile, quasiment, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu fais ça? Phil, j'ai coaché quand je coachais avec les Rangers, Texas Rangers, j'avais 4 jeunes. Un gaucher qui était repêché, il lançait 97, 98 gauchers. Je te le dis, là, on n'avait personne de sa ligne. Puis là, il me dit, OK, essaye de le faire lancer des prix. Je dis,
on essayait tout. On essayait de faire lancer des yeux fermés. On essayait de faire. Je pensais justement à toi quand je parlais, tu sais. Dans le fond, moi, j'ai dit, gars, là, essaye de t'amuser, essaye des choses, essaye n'importe quoi. J'ai aucune idée quoi te dire, mais tu sais, essaye quelque chose de différent à chaque fois. Écris-les, je sais pas, tu sais. C'est vraiment, vraiment disarming. Là, quand tu te mets de faire déculotter, là, quand tu es tout nu sur le monticule, c'est ça que tu te sens. Tu sais, c'est incroyable parce que j'avais de la misère, je savais pas quoi dire. Puis ça, j'en parlé un petit peu aujourd'hui, je savais pas quoi dire à ces jeunes-là. Puis pour moi, c'est incroyable que ça arrive d'une façon comme ça, que tu peux lancer 97-98 000 à l'heure sur le coin, puis du jour au lendemain, puis capable de lancer une prise. Ouais. C'est incroyable. Mais de mon côté, moi, c'est... Qu'est-ce que comme... Tu sais, j'ai été capable de tourner la page parce que là, à un moment donné, je me suis juste dit comme... Fuck it. Écoute, je peux la lancer dans le backstop, puis faut que tu... Comme avec le UFC, t'as peur de walker, t'as peur de l'opinion des autres, t'as peur de qu'est-ce que les fans ils vont huer parce que là, tu fais des walks. Tu sais, toutes ces petites choses-là. Puis il faut juste que tu fasses comme... OK, je m'en balance. Littéralement, je m'en balance. Je me souviens, j'ai biné des gars, puis... tu sais, souvent, quand tu bines un gars ou tu es patient dans les côtes sans vraiment le vouloir, mais tu sais, tu pognes la balle, puis tu retournes sur le monticule, puis that's it. Mais tu sais, là, j'étais comme, my bad, sorry. Puis tu sais, je passais à autre chose, puis je me suis juste dit, regarde, peu importe ton opinion, puis ça, c'est une quote que je retiens encore de tous les jours. L'opinion des autres ne t'appartiennent pas. Puis moi, ça sink in. Ça sink in. L'opinion des autres ne t'appartiennent pas. Fait que, peu importe c'est quoi ton opinion envers moi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Alors, puis de là, j'ai comme recommencé à monter la pente, tranquillement, pas vite, puis la confiance a commencé à s'installer, tu commences à avoir un petit peu plus de succès, puis là, t'es comme, OK, all right, I can do this. Puis ainsi de suite. Mais c'est pas, tu peux pas passer du bottom of the barrel back on top. Faut que tu remontes l'échelle au complet. Mais juste en te disant, fuck it. It is what it is. Puis, écoute, je m'en vais là pour m'amuser. Puis, c'est ça. En parlant de t'amuser, parle-nous de la WBC, hein, cette année, hein, un vieux bonhomme qui s'en va lancer, qui est en ferme. Vieux bonhomme, il a 34 ans, man. Okay, vieux bonhomme, quand t'as 34 ans, ça fait 3-4 ans, 4-5 ans, t'as pas lancé, là. Comment tu te sentais? Écoute, j'avais peur un peu au début. Pour être bien honnête, une semaine avant le WBC, j'y allais pas. J'avais dit à ma femme, moi, je m'en vais pas là, je m'en vais me faire tuer, là, voyons. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Puis j'ai eu un appel d'Ernie, le manager, puis il m'a dit, Phil, il dit... Puis lui, j'y avais pas dit. Il y a personne qui le savait. Puis il fait juste m'appeler, il dit, Phil, je veux juste être honnête avec toi, merci de venir, merci de te séparer de toutes tes aventures que j'ai, tu sais, la ferme, puis les enfants, des choses comme ainsi de suite. Puis il est comme, t'es vraiment une partie importante. Puis genre, juste le fait de m'avoir dit ça, j'ai fait comme, oh, pas l'air, OK. Merci. Puis, je sais pas, ça m'a donné un boost de confiance, je suis allé là. Mais oui, j'avais la frousse un peu. J'étais comme, OK, je m'en vais quand même affronter des joueurs de balle. Là. Je m'en vais pas... Ça fait 3 ans que j'ai pas lancé. Mais attends une minute. J'avais 1 mois dans le corps. Je me suis lancé pendant 1 mois. J'étais supposé être plus long que ça. Je me suis fracturé le bas du dos. Fait que j'étais là-bas avec une fracture dans le bas du dos. J'avais mal au bras. Wow. C'est incroyable. C'est le fun, mais c'était vraiment un trip. J'ai capoté. Hey, mais attends une minute, là, mais 1 mois de se lancer à la balle pour se réchauffer, puis c'est pas le camp d'entraînement traditionnel pour avant d'affronter les meilleurs joueurs de la planète, là, tu sais, je veux dire. Non, mais je ne reviens pas, là. Je me lançais ici, pour vrai. Les premières semaines, je me suis lancé dans un filet. Fait que j'avais ma bucket de balle, je me lançais dans un filet. Puis après ça, j'ai commencé à aller au programme sport études à Gatineau, à Nicolas Gatineau. Fait que là, j'ai commencé à me lancer avec une couple de jeunes là. Puis j'ai fait une coupe de bullpen. J'ai fait un live BP. Dans mon live BP, je lançais 83 000 à l'heure. Puis là, j'étais comme, oh boy, OK. Là, ça va plus bien. Je veux pas te décevoir, mais je pense que moi-même, je suis capable de lancer à 83 000 à l'heure. Je t'ai dit ça de même, Phil. Wow! Hey, non, mais je pense que le challenge là, 83? Hey, combien qu'on gage là-dessus, là? Que je lance 83? Ouais. OK. 83. Ça me fait le loulou!
Ce qui est important, laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne, Eric et Phil. Tout est dans le transfert de poids. Prenez-vous des notes, parce que je suis en train de vous donner des notes. Non, mais non, je comprends. Tu fais paniquer. Chris, quand t'as vu 83 sur le gun, le Raider gun. Ça, écoute, ben après ça, je me suis dit, regarde, tout était là. Ma fastball était là, ma curveball était là. Puis j'avais aussi mon changement de vitesse qui fonctionnait bien, fait que j'étais bien content. C'était-tu assez pour t'agacer et te dire t'es encore jeune, mais tu sais, je veux dire, honnêtement, je pense que les gens seraient ouverts à ce que tu fasses un retour, tu sais. T'arrives du WBC en plus, tu sais, je veux dire, ça t'a-tu titillé? C'est une façon de faire une espèce de closure, je m'excuse pour l'expression, pour ceux qui nous écoutent en français. Tu sais, de venir à une conclusion de l'expérience baseball. Ouais. Hein? Vous entendez plus rien? On n'entend plus? Ah, bon. Ah, OK. Alors, là, tu nous as entendu? En plus, c'était tellement beau ce que je disais, man. Ah ouais, c'était éloquent et... Pas ça. Tu m'entends-tu, Phil? J'entends plus rien. Ah. Simon, on a-tu une... Ben moi, que je pose la question et que je réponds pour Phil en même temps. Veux-tu répondre pour Phil, moi? Ouais, ben c'est OK, parfait. Et voilà, on est revenu. Mais j'allais dire, pour prendre ma question, je dis, est-ce que l'expérience du... Ben, on dit WBC, pour ceux qui se demandent WBC, c'est évidemment c'est la coupe du monde, on peut quasiment dire c'est le World Baseball Classic, là, tu sais, là. Ça a-tu été assez pour te... T'as-tu pas assez proche de titiller pour te dire, si je m'y remets, je tente-tu un retour? Je pense que t'as même pas besoin de compléter la phrase. Le rire voulait tout dire. Oui. C'est sûr que le côté des mineurs, ça m'intéresse plus. La game a bien trop changé. Je suis rendu un dinosaure dans cette ligue-là. Je te dirais plus probablement du côté de l'Asie. Ça m'intéresserait encore. Mais j'ai des petits problèmes de santé au niveau du bras, fait que c'est sûr que je vais devoir régler ça. Je suis en train de régler ça, de voir un peu qu'est-ce qui se passe là. J'ai mal dans le coude, puis ça part pas. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu avant. Fait que j'essaie de dealer avec ça, mais tu sais, c'est sûr que ça fait 3 ans que j'ai pas lancé, puis j'ai quand même j'ai rampé ça assez rapidement, fait que les vieilles blessures vont peut-être sortir là. 3 ans sans lancer, il se lève un matin puis il commence 94, 95, c'est incroyable. C'est incroyable, ridicule. En fin de semaine, je suis allé en Ohio par rapport au Cy Young. J'avais un beau petit village que je suis allé. Puis, je sais pas si tu le savais, Phil, mais Eric a gagné le Cy Young. On le voit en arrière. Il est ça, là. Oh oui, on le voit. Non, mais j'y étais, mais ça m'a fait penser un petit peu parce que je sais c'est qui ton idole. Je vais te le demander. C'est qui ton idole? C'est Roy Halladay, d'après moi. Puis, j'ai pensé parce qu'il est décédé. Puis en 2003, c'est le gars il a gagné le AL Cy Young en 2003. Fait parle-moi un petit peu de Roy Halladay parce que c'est un des meilleurs lanceurs que moi j'ai vu dans nos temps. On a beaucoup de lanceurs, mais il a dominé tellement longtemps. Puis parle-moi un petit peu de qu'est-ce que tu en penses de Roy quand il était là, comment il t'a aidé en tant que mentor. Mais écoute, moi, c'est son éthique de travail puis de la façon qu'il gérait son soi-même puis comment il était dédié à la game de baseball puis à Arts and Crafts de lancer. C'était next level. J'ai jamais vu ça dans aucune autre organisation. Ce que j'ai vu, j'ai côtoyé je veux pas dropper de name, là, mais j'ai côtoyé des bons lanceurs partout, même des bons frappeurs, des joueurs dans le clubhouse. Roy était dans sa propre ligue à lui-même, tout seul. Il loguait tout ce qu'il faisait. On arrivait au terrain à 6 h le matin. Roy était tout trempé à la verte. Ça faisait 45 minutes qu'il joguait dehors. Il habite à 45 minutes du parfait. Ça te donne un peu une idée qu'il était là tôt le matin. Il partait après tout le monde pendant, mettons, le camp d'entraînement. Là. Tout le monde finissait, tout le monde on s'en va jouer au golf. Roy il était dans les bains de glace, il était dans les bains chauds, il était en train de se faire soit se faire masser ou il était en train de s'entraîner. C'est son 3e workout de la journée. Après ça, il allait lancer un bullpen. C'était juste comme j'en voulais tellement, je voulais tellement genre avoir un petit peu de comment
dédié qu'il était. Je n'étais pas capable de trouver ça en moi. Mais c'était juste l'idole à regarder. T'es comme, wow, ce gars-là, genre, comme il y a tout. Mais il a travaillé fort pour. Il n'y a rien qui a été donné. Il a travaillé pour chaque aspect de lui-même pour la rendre au top des tops. Puis c'était juste tout en son honneur. Puis surtout quand il est décédé, ça m'a fait de quoi? Parce que comme ça, c'était tellement triste comme histoire en plus. Il a donné sa vie au complet à Gay Noël, puis c'était le temps pour lui d'enjoyer son argent, sa vie, ses enfants. Puis il y a eu ce bad luck-là. Mais c'était next level. Puis écoute, je sais pas s'il y en a qui sont comme ça présentement, mais moi, j'en ai pas vu un autre comme lui. Moi, avant qu'on se quitte, il y a un sujet aussi que je m'en vais complètement. Je sais pas si Eric, tu avais une autre question, parce que je m'en vais dans un autre champ sans faire de jeu de mots. Mais non, mais je veux dire, t'es agriculteur, on pourrait quasiment dire maintenant. Tu travailles sur la ferme, je trouve ça admirable. Et je t'en parle parce que moi, je suis sur le bord. J'y pense sérieusement. Moi, j'ai une maison dans Charlevoix. Pas un immense terrain, mais quand même assez. Puis ça fait longtemps que je me dis, j'aimerais ça avoir une serre pour avoir une forme d'autosuffisance, pour avoir. Il y a quelque chose, je trouve, de gratifiant, si on peut dire ça de même, quand de faire pousser ta propre bouffe. On dirait qu'il y a une saveur différente. Et là, tu as reçu le projet d'avoir une serre quand même assez énorme. Ça vient de où? Bien, évidemment, on sait qu'évidemment, c'est le futur un peu aussi, mais je ne te savais pas aussi impliqué, aussi vert. Je trouve ça super intéressant. Oui, mais c'est sûr que la ferme, moi, j'ai toujours adoré la nature, j'ai toujours adoré. Je reviens quand j'étais plus jeune, des sorties de l'école, on allait à la ferme, peu importe, moi je tripais. C'était mon domaine. J'adore les animaux sont honnêtes. Ils passent pas par deux chemins. Fait que c'est une relation que j'ai toujours aimé avoir avec ces petites bêtes-là. Puis c'est sûr que quand on est rentré à la ferme, notre porte d'entrée, c'était la conception de serre, puis des choses comme ça. Je n'y connaissais absolument rien. J'ai appris sur le tas. YouTube, c'était mon meilleur ami. On avait l'ancien propriétaire qui nous a donné un coup de main aussi. Mais comme tu as dit, quand tu rentres dans ce type d'autosuffisance-là, puis tu commences à manger ce que toi tu fais, ça goûte pas pareil, puis il y a une satisfaction. Là, les gens autour de toi le mangent, capotent. C'est juste valorisant. Puis, tu sais, c'est un peu notre mentalité, là. Moi puis ma femme Frédéric, c'est d'apporter notre petit grain de sel à l'environnement, puis à notre planète qui est en train de gone to shit. Puis, écoute, c'est un peu ce qu'on veut apporter. Écoute, on fait absolument zéro différence. On se dit, on pourrait tout faire ça, puis ça ferait aucune différence. Là. Mais ça aide, mais le gros problème n'est pas là, mais restons de bonne humeur, puis essayons de garder ça. C'est ça, exact. Mais tu sais, ça fait du bien dans nous autres, puis c'est ça qui est l'important pour nous deux, c'est que ça nous fait du bien. On a vraiment la paix, on est sur un beau terrain. On a changé un peu notre conception. On fait de l'élevage maintenant. Fait que j'ai du cochon, j'ai des moutons. On tente de se focusser pour avoir des bœufs aussi. Fait que c'est un peu ce qu'on s'amuse. C'est temps partiel parce que c'est de la grosse job pour le peu d'argent. Fait que faut quand même que je m'enligne vers le sport études cette année. Fait que je vais aller coacher là, je vais aller m'occuper des gars-là. Puis mais c'est ça. Le green, c'est comme un peu notre qu'est-ce qu'une fois chaud au cœur, là, ça nous fait du bien dans nous autres, puis pour moi, c'est une façon de voir mes petites filles grandir avec des valeurs, puis ils vont devoir travailler, puis ils vont devoir s'occuper de certaines choses pour avoir des responsabilités. Puis mon opinion, c'est que ça va les aider pour le futur. Je le vois dans la communauté. Tout le monde, la communauté d'agriculture, tout le monde a des grands cœurs, tout le monde va aider tout le monde. Puis c'est un peu là-dedans que je fais et que j'aime bien appartenir. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que je parle à un Philippe Aumont qui a trouvé son X dans la vie, qui est à bonne place. T'as l'air léger, t'as l'air d'être bien.
Ben écoute, j'ai peut-être pas trouvé mon créneau encore. Tu sais, je suis un visionnaire genre de mille et une idées, mais écoute, je vis sainement au mieux que je peux. Puis écoute, ça revient encore. L'opinion des autres ne m'appartiennent pas. Puis écoute, moi je fais ce qui me plaît. Puis écoute, j'aime faire plaisir aux gens, là, don't get me wrong, mais je me fais plaisir à moi et à ma famille en famille. Ben, c'est ce qu'on appelle les priorités. Hey, Philippe Aumont, si tu me permets, moi, c'est sûr que la prochaine fois que je passe à Gatineau, j'arrête de voir la ferme, dire bonjour à tout le monde, puis qu'on se serre la main en personne. Merci d'avoir été avec nous autres, puis c'est clair qu'on va se reparler dans un futur bien rapproché. Embrasse la famille, puis merci d'avoir été là. Merci à vous autres, les boys, c'était bien le fun. Hey, merci, mon homme. Proud of you, buddy. Hey, thank you, Rick. Ciao, man. Bye-bye. Salut. Bon, ben c'est le temps de ton bout. En fait, le segment qui est nommé en ton honneur. Évidemment, tout le fucking podcast est en ton honneur, je pense. Je suis ton valet. On passe à la relève! Un valet, c'est vraiment important. Exact. Évidemment, la relève, ça le dit. C'est le segment, évidemment, que notre commandite. On en a un pour l'instant. Il y a des rumeurs qu'on en a un deuxième. Hey, man, c'est pas si pire. Rendu au podcast numéro 4. Déjà, on va doubler en nombre de commanditaires. Je n'aimerais pas tout de suite c'est qui, mais et c'est un hasard que je porte leur chandail présentement, l'Académie Baseball Canada. Non, mais je filais pour ça. Je faisais d'autres podcasts aujourd'hui, puis je me disais, ça me tente de mettre ça. Et d'ailleurs, j'en profite, juste parenthèse, pour dire à la gang de Quaticook. Je me souviens plus si c'est le coach ou le DG. Je pense que c'est le coach qui m'a dit, hey, on te fait un cadeau, on t'envoie un chandail un game jersey, un chandail de match, on peut dire ça de même. Et je pense qu'ils l'ont envoyé ici à la page bleue, mais je ne l'ai pas reçu encore. C'est la raison pour laquelle je ne le porte pas. Mais et toutes aux 12 autres organisations, incluant Repentigny. Je n'ai même pas. Mais là, t'es le fucking des gouverneurs! Mais moi, je préfère ma guidoune et porter un chandail à chaque épisode de toutes les équipes de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Notre Frank Vardetti qui est avec nous autres la dernière fois pour nous faire... C'est quoi ça? Ça, c'est le swear jar, ça. Ça, c'est à chaque fois qu'on sac, faut... Oh, on va mettre une pièce. Pour Saint-Eustache. Pour le terrain Saint-Eustache. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. On surfe là-dessus. Tu vois, je te front d'argent encore. J'ai-tu sacré 8 fois jusqu'à date? On est rendu à 55 minutes. Non, t'en as 3. Là, on a de l'avance. Non, c'est plus que toi. Je viens d'en mettre un. On a de l'avance. J'ai fait ça tabarnak. Ça va être deuxième, là. Oui, exactement. On travaille sur la rénovation au stade. On a besoin de commanditaires plus que ça si on va commencer par... Juste les dugouts. Anyway, regarde, on va arrêter de bâcher sur Saint-Eustache à un moment donné, mais en fait, on va y aller bien vite un peu avec l'actualité qui se passe du côté de la Ligue de junior baseball élite. Moi, tu dis dans le bon ordre, mais anyway. Il y a une belle histoire, tu nous en avais parlé la dernière fois. Il y a de l'action qui se passe à Jonquière. Il y a un jeune qui est en train de rallier les gens dans les estrades. Reviens-nous encore un peu sur l'histoire C'est une histoire incroyable, honnêtement. Charles Davalane, on avait parlé, avait été échangé des Ducs aux Voyageurs. La veille du dernier podcast qu'on a fait, Charles a commencé Il a fait un beau vidéo pour dire que ça allait à Jonquière. Oui, exactement. Inciter les gens, venez nous voir, puis tout ça. T'sais, le kid, je pense qu'il deal très bien avec la pression. Puis il a commencé à jouer la semaine dernière. Il y avait un buzz. Moi, on me dit 500 quelques personnes ont été dans les estrades une soirée qui faisait pas super beau. Le kid est incroyable. Il a joué 4 games. Joueur de la semaine, 11 ans 16, 5 doubles, un circuit. Puis tu me disais qu'en fait, le premier soir, évidemment, parce qu'on avait entendu parler, déjà qu'il y a quand même pas mal de monde qui se déplace pour aller voir les matchs des Voyageurs à Jonquière. Et le lendemain, c'était rendu à 1200. Le deuxième match était rendu à quasiment 1200 spectateurs. Puis après ça, ils ont été sur la route. Mais tu sais, il y a vraiment... Tu lis les réseaux sociaux, puis il y a une vibe autour du kid où dit, tu sais, comme, allez le voir. Tu sais, c'est vraiment... Ben, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens, à l'époque, tu sais, évidemment... La Ligue junior majeure de hockey du Québec, il y en a toujours un nom, à vous dire, à chaque 3-4 ans qui fait que ça déplace tout le monde. Ouais. Moi, je suis de la génération de Crosby où tout le monde courait à travers le Québec pour aller le voir jouer à quelque part. Fait que si on peut avoir ça du côté du baseball, ce serait quand même extraordinaire. Puis ça va aussi faire découvrir des clubs locaux puis voir aussi qu'il y a du talent. Et je suis content parce qu'on a de quoi être fiers aussi, Eric. Depuis qu'on a lancé le podcast, je reçois énormément de messages. Puis quand je dis énormément, je sais que c'est la phrase qu'on dit. Non, j'ai reçu énormément de gens qui nous écoutent parce que, à la base pour toi, mais...
Faut que j'arrête de flatter son ego parce que. On continue, ça me fait du bien. Mais ça pour dire que les gens, tu as raison. Quelle belle activité de famille de faire, d'aller voir de la balle l'été, un cornet de crème glacée, un hot dog dans l'autre main, whatever. Peut-être pas en même temps, là, mais bon, pas dans ce ordre-là. Mais je veux qu'on en profite parce qu'on a parlé énormément aujourd'hui. Parce que sans parler du classement, on sait que présentement, il y a 2 équipes qui sont en feu. Repentigny, je vais le dire à ta place parce que toi, t'es gouverneur pour les Royaux, fait que je veux pas te mettre dans la merde. Mais il y a aussi Quaticook ici qui sont une belle séquence. Déjà, au stade où on en est, on commence à voir séparer le peloton du top 5 à... Ouais, je dirais du top à la fin, on commence tranquillement. Là, ça commence à se dessiner un petit peu. Là, quoique le baseball, on sait ce que c'est. Là, je veux dire, une mauvaise semaine, puis tu as descendu. Mais ouais, présentement, honnêtement, je dirais depuis le dernier podcast, Repentigny, sur, comment on dit, un rebuild. Mais, Reconstruction. Reconstruction. Ouais. Mais, je vais tasser ton micro, ça me gosse depuis tantôt. Ouais, mais c'est moi, des fois, on me dit, tasse-le un peu plus d'autre bord. C'est correct, là, je vais regarder à l'écran. Ouais, c'est correct. Mais, non, ouais. Repentigny, 9-2 dans les 11 derniers matchs. Puis honnêtement, deuxième de la division, ça va super bien. C'est vraiment un beau comeback. Là. Je veux dire, les gars travaillent fort. Puis, la pression d'avoir gagné le championnat l'année passée aussi va toujours rester là tout le long de la saison. Parce elle reste là, mais c'est parce que c'est dur de revenir fort une année après un championnat. Fait que d'être compétitif, deuxième de la division, d'être dans les bonnes équipes de la Ligue, honnêtement, je vais lever mon chapeau au coaching staff pour DG, ils font la job. Rocket de Quaticook, j'avais dit. C'est une équipe à battre cette année ou c'est plus du côté justement de l'Est avec Québec, Jonquière, J'ai de la misère à dire l'équipe à battre parce que, ouais, moi, je trouve encore, même si on regarde les fiches des équipes, j'ai comme l'impression que la division Est, c'est un peu la division de la mort. Là. Il y a tout le temps. D'un championnat, un tournoi, il y a le pôle de la mort. Là, puis, un peu, ces 4 équipes-là s'entretuent, dans le fond, pour sortir de là. Mais les autres équipes, ces autres divisions sont bonnes, mais cette division-là est vraiment forte. Quaticook, je pense que c'est la meilleure édition qu'ils ont depuis leur existence. Puis, présentement, c'est 11 victoires d'affilée qu'ils sont sur une lancée absolument incroyable. 11 victoires sur une saison de 44 matchs, c'est quand même pas si pire. C'est quand même ta saison que tu viens de gagner d'une shot. Là. C'est, depuis le dernier podcast, ils sont 11-1. Sont premiers de la Ligue. Est-ce que le problème au baseball, c'est toujours, ça va-tu durer? Ça va durer combien de temps? T'en gagnes 11 d'affilée, si t'en perds 5 en ligne après, ça vient de défaire un peu ce que tu viens de faire. La moyenne se rattrape et tout. C'est ça. Fait que là, présentement, ça va très bien pour eux, puis c'est le fun. À un moment donné, il faut que tout le monde ait droit à avoir du succès. Tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir être sur le top de la pyramide. Puis là, c'est leur tour présentement. Fait que... Et c'est là parce que là, je l'annonce tentativement. C'est à confirmer, mais le 10 juillet, si je ne me trompe pas, c'est aussi la date limite des échanges dans la Ligue de baseball. Ouais. Pourquoi en français, nos acronymes sont à peu près longs de même, tandis que, Ligue de baseball junior élite du Québec. Le BJUG. Et tu sais, pour dire que ça se peut qu'on fasse, mais on va le confirmer bientôt, qu'on fasse un show, évidemment, en direct le lundi soir pour annoncer les échanges. Et c'est ça qui est le fun. Comme tu dis, du côté de Repentigny, c'est un bon exemple. J'ai l'impression que j'aurai un conflit d'intérêt quand je parle de Repentigny, mais... Non, fais-toi-en pas avec ça. C'est correct. Fais-toi-en pas. Les conflits d'intérêt, ça me connaît. Mais ce que je veux dire, c'est comme, évidemment, quand tu as une saison au-dessus de tes attentes ou peu importe, il y a des décisions importantes qui vont se prendre d'ici la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On bouge-tu? On garde-tu le noyau qu'on a? Fait que ça, j'ai hâte d'en faire. Je veux en profiter parce que tant qu'à s'aimer un peu de controverse, et le temps passe énormément vite, mais c'est correct. Mais on se parlait en char avant que tu arrives et... tu me disais, j'ai remarqué quelque chose par rapport au développement du baseball au Québec, puis on disait que présentement à Montréal, c'est probablement, tu me disais que dans la région, mettons, Montérégie, il y a plus de jeunes qui jouent au baseball que sur l'île comme telle. C'est une statistique qui n'est pas négligée parce que, tu sais, du côté du midget 3A, on a eu l'idée quand même de dire, tant qu'avoir 2 équipes faibles, on va jumeler les 2. Fait qu'au niveau midget 3A, à Montréal, tu as une équipe qui fournit 2 équipes, c'est-à-dire les Cardinaux de la Salle puis les Orioles de Montréal, parce qu'évidemment, contrairement au hockey, tu peux repêcher en dehors de ta zone, mais tu sais, au hockey, je veux dire, comment on appelle ça, pas logis nourri, mais voyons, aide-moi donc, quand tu... t'as une famille d'accueil. Des pensions. Des pensions. Bon, c'est ça que je cherche. On n'a pas ça au baseball, malheureusement. Encore, on n'a pas les moyens, fait que tu repêches des petits culs. Et tu me disais aussi, même du côté de la Rive-Nord, tu as Laval, qui a une équipe de midget 3A, pour 3 équipes qui fournissent Saint-Eustache. Oui, mais ce qu'on appelle, nous, c'est les 3L, là, dans le fond. Ouais. Laval, Laurentide, de la Nodière. Puis, il y a
dans le fond, 3 équipes juniors élites dans le territoire de la Rive-Nord pour un Midget 3A, puis des joueurs de l'ABC. Quelques joueurs, OK? Moi, mon opinion là-dessus, c'est la pyramide à l'envers. Je veux dire, si Baseball Québec arrive puis prennent des décisions puis ils font des fusions pour espérer être un peu plus compétitif puis développer meilleurs talents, c'est plus dur de diluer la pyramide en haut après. Fait que Montréal, dans le fond, ce qui a été fait, c'est une fusion entre Lac-Saint-Louis et Montréal. Puis au Midget 3. Au Midget 3, qui s'appelle les Marquis de Grand Montréal, du Grand Montréal. Fait que rendu là, moi, je pense qu'au junior élite, faudrait considérer faire la même chose? Oui, moi je pense qu'on est rendu là. C'est des mais c'est-tu les équipes qu'on déplace ailleurs? Parce que c'est une ligue qui a déjà 13 équipes. On est-tu en train de dire qu'on devrait réduire le nombre d'équipes dans le junior élite ou de peut-être... Ben, tu sais, la démographie du baseball au Québec, elle a changé. Dans la mesure où l'île de Montréal, maintenant, n'est plus la même chose qu'elle était. Oui, il y a beaucoup de joueurs de baseball au Québec, mais si Baseball Québec prend la décision de fusionner ses équipes sur l'île, puis avoir une équipe Midget 3 dans le Bas-Saint-Laurent, puis une équipe à Jonquière, ce qu'on n'avait pas avant, puis d'aller un peu plus en région, c'est peut-être quelque chose que dans le junior élite, on doit regarder aussi. Puis des fois, ben, t'as de l'orgueil mal placé, puis tout le monde a sa franchise, puis c'est pas moi qui va plier, ça va être toi, c'est pas... Fait que, mais tu sais, moi, honnêtement, mon opinion, c'est... Oui, on devrait peut-être regarder ce que BQ fait, puis sans le faire... BQ Baseball Québec. Baseball Québec. Puis sans le faire peut-être exactement de la même manière, mais oui, on est peut-être là. Tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui va dire laquelle équipe devrait mettre la clé dans la porte, mais de pas avoir la discussion, c'est de se mettre la tête dans le sable, tout simplement. J'aime ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, je pense que, puis même de notre côté, Repentigny, va falloir s'asseoir un moment avec Saint-Eustache puis Laval, puis voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Où est-ce qu'on peut aller? Puis Montréal, la salle, à un moment donné, la même chose. Tu peux pas avoir 5 équipes, un peu, mettons, junior élite, comme qu'on dirait, pour 2 clubs Midget 3. Puis non, ça pourrait donner de la chance à d'autres marchés. Moi, tu sais, ça me surprend que, tu sais, bon, on a Quaticook, qui est quand même pas loin de Sherbrooke, mais tu sais, je pense à Victo, je parle de, tiens, il y a une couple de il y avait des rumeurs à un moment donné qu'on aurait peut-être une équipe dans le bas du fleuve à Rivière-du-Loup qui avait monté un beau projet. C'était discuté, beau projet, il y avait des choses, puis c'est sûr que... souvent, Valleyfield, Châteauguay, tu vas me dire, c'est un peu Montréal aussi, tu sais, mais je veux dire, Bois-Noir, il y avait déjà eu cette région-là beaucoup d'intérêt. En même temps, ça vient le territoire du lac Saint-Louis, qui est un peu les Cards. Fait que, mais à un moment donné, il va falloir que ces discussions-là aient lieu. Puis, il va falloir que les gens, je pense, tassent leur orgueil, puis disent, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Tu sais, c'est quoi les critères d'une bonne franchise qu'on veut? Il faut penser aux jeunes. C'est les jeunes, dans le fond, tu n'as pas le choix à un moment donné. Tu veux pas. Si tu as une équipe de 3 qui dirige, qui envoie du talent à 2 équipes, écoute, ça peut pas être... Ben, c'est ridicule. Je veux dire, tu peux pas envoyer de la qualité, puis déjà que c'est pas tout le monde qui joue dans le 3 qui est capable non plus de jouer à ce niveau-là. Mais on a parlé quelque chose en voiture, et je trouve ça le fun parce que c'est une question que tu veux poser directement à Éric, ou on hypothèse un peu avant, ou vas-y? J'hypothèse un peu avant parce que c'est déjà des discussions que j'ai entendues. Il prend une gorgée pour se préparer mentalement. C'est-tu le café, c'est le whisky? Je sais jamais laquelle tasse tu prends. Non, pas de whisky. Non, je vais à jeun aujourd'hui. À jeun. Je te dis, là. J'ai une conversation avec ma femme. On va voir comment ça se passe aujourd'hui. Okay. Si ça va pas aussi bien qu'on commence le whisky. Non, je te confirme, ça va très bien. Mais, fait que, non, moi, souvent, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on manque un peu. C'est que nos entraîneurs dans le junior élite, on a des très bons coachs. Puis même dans la structure Baseball Québec, ABC, Midget 3, on a des très bons, on a des moyens comme dans n'importe où, n'importe quoi. Au Québec, la pyramide est super facile. Tout le monde le connaît un peu le chemin. Les excellents vont finir par monter, mais les coachs font leur classe, puis ils montent, puis à travers une structure, puis ils s'en vont jusqu'au top. C'est parce que si c'était des jeunes Québécois qui se font repêcher, qui vont jouer dans des collèges de 4 ans, puis on parle plus de deuxième, troisième division. Là, je veux dire, Chris Éric qui est coach. Un autre place à Saint-Eustache. Mais, non, mais Eric, il va vraiment falloir diriger ça ailleurs parce qu'ils vont penser qu'on s'attaque à eux. Au contraire, moi, je me souviens, j'ai passé un été dans le temps que je te parlais. Stéphane Gagnon était directeur gérant. Il était DG dans le temps que j'ai commencé dans l'élite. Oui, ça fait quand même longtemps, ça fait au-dessus de 15 ans, je pense. Puis j'adorais aller dans ce stade-là. Puis honnêtement, les gens qui vont au game, c'était le fun, les kids couraient partout. Je pense qu'ils méritent des meilleures installations, c'est tout ce que je suis en train de dire. Mais à la base, parce que si on a des jeunes Québécois qui jouent dans des gros collèges maintenant, c'est ça, j'allais dire, Éric, toi, tu es en train de coacher un petit cul qui s'en va à Alabama. C'est pas n'importe quoi, là, Alabama, la SEC, on s'entend dessus. Bien, il y a quand même des coachs qui les forment. Ils ont du talent, mais il y a des coachs qui les forment. Oui, puis rendu là, moi, c'est
sais, la question que j'ai déjà entendue des plus vieux de la vieille dire, ça aurait été quoi l'impact sur les joueurs au Québec si, même si les expos auraient donné une chance à un entraîneur québécois de monter les échelons à travers les expos? Exemple, dans les années 70 ou 80, si on aurait nommé un coach québécois, peu importe qui, peu importe lequel, mettons, instructeur des frappeurs dans le A. Puis là, lui, il décolle. Il monte les échelons. Puis, à un moment donné, il est coach en chef dans le A. Il ouvre la porte pour les autres, il y en a d'autres. Puis, je suis sûr que même, tu sais, Éric, comme un francophone, tu sais, n'importe quel joueur de baseball pro, tu sais, je veux dire, les Québécois qu'on repêchait, les expos, dans le fond, plus pour peut-être acheter de la sympathie du public, tu sais, on repêchait des Québécois, puis tu n'entendais plus parler après. Ouais. Puis il arrivait d'un monde totalement anglophone pour les Expos de Montréal, mais l'impact qu'un entraîneur québécois aurait pu avoir sur des francophones pour les aider pour être trop tout seul à West Palm Beach ou n'importe où, puis également pouvoir se développer. Tu sais, ça aurait été quoi l'impact sur les joueurs? Mais en fait, la grosse question qu'on se posait, c'était, selon toi, Éric, qu'est-ce qui manque pour que les coachs québécois commencent à avoir de l'attention? Nos jeunes l'ont, puis les deux noms qui me viennent en tête, parce que quand j'ai parlé avec Frank, j'ai passé du temps avec eux autres. Est-ce qu'on pourrait pas être surpris que le téléphone de Carl Gélina un jour sonne, puis même Ben Pelletier, puis cette gang-là? Ben oui, écoute, il y en a tellement de bons talents. Là, pendant moi, quand j'ai joué, il n'y avait pas autant que de gars des mineurs. Il y a beaucoup plus de gars des mineurs après moi, puis Russell. Mais l'important là-dedans, c'est, je pense, faut s'éduquer. Les jeunes Québécois, les entraîneurs québécois qu'on a joué dans les points, un gars comme Carl Gélina, un gars comme Jason Terrien, qui est un excellent coach. Il lance encore, là, mais tu sais, c'est des joueurs comme ça qui ont été dans les pros. Pierre-Luc Laforêt, c'est un autre gars qui a tout le temps été dans le baseball, qui pourrait vraiment faire un bel impact, il connaît les jeunes. Mais qu'est-ce qui manque? C'est juste l'exposure qu'on parle. C'est le même problème qu'on a avec nos jeunes, qu'on essaye de les envoyer au JUCO, au collège américain. C'est le même problème qu'on a avec nos coachs. La formation est là. Je pense que le désir est là. On parlait à Max un petit peu par rapport à ça, mais je pense que... Max Lamarche. Max Lamarche, excuse. On a vraiment besoin d'avoir des coachs qui s'en vont dans les pros. C'est qu'est-ce qui est dur, c'est que après que tu joues, tu n'as pas le choix vraiment. Tu as le temps, tu retournes chez vous, tu n'as pas vraiment d'exposure. Mais quand on parle les ligues indépendantes, des choses comme ça, écoute, c'est la technologie. Il faut que tu connaisses la technologie. Il faut que tu aies été à l'école à cette heure. Il faut vraiment que tu aies une connaissance complètement différente de data analytics. C'est vraiment complètement différent que c'était dans le temps, que tu as juste un field, des bonnes relations avec les joueurs. Fait que je pense que là, qu'est-ce que l'ABC font? Un gars comme Carl, un gars comme Bérubé, toute la gang qui sont là, Pelletier, toute la gang qui sont là présentement, c'est des joueurs qui seraient capables d'aller dans le 2A, dans le 3A, parce que veut pas, ils ont l'expérience, puis de ramener cette expérience-là aux jeunes ici au Québec. Je pense qu'on a une chance de faire ça avec l'ABC, que ce soit avec l'ABC, que ce soit dans le junior élite à Montréal, pas le junior élite, le junior, je ne sais pas comment on va ça encore, là, mais le junior à Montréal, mais je pense que les jeunes ont besoin de ça, puis moi, j'ai adoré coacher, puis on aime ça. Puis, quand j'avais tous les jeunes, dans le temps, on avait Russell qui venait, Ivan Nakarata, c'est un gars qui venait aussi, qui s'entraînait avec moi. Il y avait Philippe Aumont, il y avait Carl Gélina, Jason, toute la gang, on se connaît tous. On est tous vraiment, comme on dit, un petit village au Québec. Tu sais, on est capable de s'entraîner, puis tu mets tous ces gars-là avec l'ABC. Je pense que c'est ça un petit peu qu'ils essayent de faire, mais c'est sûr, l'impact, c'est difficile. Là. C'est difficile quand tu as 1 ou 2 joueurs par année qui vont peut-être se faire repêcher. Comme cette année, on n'a pas vraiment de joueurs qui vont être dans le top. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le top. Maintenant, c'est 20 rondes. Quoi qu'on ait déjà eu, comme justement, je pense à Taureau puis Charles Leblanc, 4e et 5e ronde, il y a toujours de l'espoir qu'on peut être quand même à repêcher assez haut. Pas l'année passée ou il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui est parti en 11e ronde. Mais moi, en fait, ça fait longtemps que j'en parle. Moi, tant qu'à moi, l'ABC, ça serait à l'année longue. Et au lieu d'envoyer les jeunes, je sais que ça ne sera pas très populaire, ce que je vais dire encore une fois, mais au lieu de renvoyer ces jeunes-là dans leur club junior élite ou même midget 3, parce qu'en fait, ils sont trop jeunes pour le junior élite. Mais justement, moi, j'agrandirais peut-être l'âge d'un an ou 2. Puis je ferais ce qu'on voit aux États-Unis, un traveling team, une espèce d'équipe qui voyage pour être capable de, justement, aller jouer contre un peu à travers la Nouvelle-Angleterre ou peu importe. Mais c'est non seulement les jeunes se feraient voir, mais les coachs aussi se feraient voir. Exactement. Je pense que c'est ça le plus important là-dedans. Puis le plus important, les exposures, comme on dit, de jouer dans les collèges. Même les joueurs québécois qui ont joué dans les pros, qui s'en vont coacher dans les collèges. Je pense que c'est ça la prochaine étape. Emmener nos jeunes, exemple, un gars qui s'en va à Alabama, que je connais, un jeune au Québec,
puis c'est un gaucher, il est incroyable. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça, un moment donné, que tu peux les suivre, puis veut pas, ça va être un pipeline, là. C'est lui, il va avoir le temps 3, 4, 5 joueurs qui va suivre, que la même affaire qui est arrivée avec moi, puis à Séminole. Séminole, quand Éric Boisjoli puis moi, on est allés là, ça a ouvert toutes les portes à les Wolf, à les Fournier, toute la gang qui était là, Benoît Aymon, tout le monde a passé par là. Fait que tu sais, veut pas, c'est ça le succès un petit peu des joueurs. C'est difficile parce que ça enlève beaucoup le talent du Québec au Québec l'été. Fait que moi, j'essaierais de faire un peu un programme que, oui, on protège le junior élite au Québec, on protège le midget 3, mais il faut travailler ensemble. Il faut savoir exactement c'est quoi qui fait le midget 3. Ça ne peut pas être séparé du junior élite. Tu ne peux pas séparer les deux. Il faut que ça marche ensemble. Je pense que c'est ça le plus important, de communiquer là-dessus, comme vous disiez. Il y a beaucoup de changements qu'il faut faire. Là, gars, c'est le fun. On a beaucoup de joueurs. À chaque année, je pense qu'on a de plus en plus de joueurs qui jouent. Ce serait le fun en West Expo à revenir à Montréal. Ça l'aiderait énormément. Mais je pense que la structure a besoin de changer un petit peu. On en regarde aussi. On parle de... Pour moi, qu'est-ce que je ne comprends pas un petit peu? Vous allez m'expliquer un petit peu les sports-études. Il y en a tellement de sports-études à cette heure. Tu sais, c'est le fun. C'est pour tous les jeunes. Mais y a-t-il une façon qu'on peut ramener les joueurs élites, les mettre ensemble, qui s'améliorent de plus en plus? Veux pas. Quand tu joues contre la compétition qui est meilleure, tu t'améliores. C'est prouvé, il n'y a pas personne qui peut dire non. Mais si tu joues contre des joueurs qui sont moins bons, mais tu ne te concentres pas autant, tu ne passes pas autant. Non, parce que tu as aussi tu sais que tu es dominant, tu t'embarques, sans dire que tu développes un ego ou tu as une tête enflée, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais comme tu dis, tu le sais, tu as un peu le chest bombé. Sans prendre les choses pour acquises, comme tu viens de dire, le focus est peut-être moins là. Mais si tu pognes les 20 meilleurs joueurs de baseball au Québec, 25, pour avoir, puis après ça, tu envoies ça, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en Californie, au Texas, tu peux aller même, comme je t'ai dit, tu t'en vas à l'Arizona, mais même si tu vas au Maryland, tu vas frapper, tu vas pogner de quoi? Tu vas pogner d'autres. Fait que, tu sais, ton chest va peut-être se dégonfler pour être capable de justement, tu sais, faire OK. Puis à cette heure aussi, tu n'es pas obligé de voyager autant. Avec le social media, tu as toujours l'accès de technologie à cette heure qu'on peut faire avec on peut faire des motion capture, on peut faire toute la technologie au complet, qu'on peut envoyer aux scouts, on peut faire ça. Tu sais, c'est vraiment réorganiser, se concentrer. Oui, on veut jouer le plus possible contre le meilleur calibre, mais aussi, il faut se concentrer. On dit à l'année longue, c'est pas bon à l'année longue. Moi, je changerais ça un petit peu. Je dirais, tu as besoin de 2-3 mois de relaxation, un peu de... que tu t'entraînes, tu te concentres sur tes points faibles, que tu t'entraînes un petit peu. Là, si on commence à les faire jouer toute l'année au complet, là, tu commences à faire rentrer des blessures. Moi, je me concentrais, OK, au Québec, comment qu'on garde nos joueurs, comment qu'on grandit le junior élite, comment qu'on améliore le midget 3, c'est quoi qu'on a besoin de faire. Puis quand on envoie nos joueurs dans un collège, que moi, je suis vraiment pour ça, c'est sûr que ça l'aide pas énormément le junior, mais veut pas, comme dit, c'est moins d'équipes. Tu n'es pas obligé d'avoir 25 équipes. T'sais, c'est sûr que c'est difficile parce que c'est plus privé. Il y a du monde qui, comme on parlait beaucoup d'ego qui va vous dire c'est qui l'équipe qui va là. Mais je pense que plus c'est comme la loi de la demande. Okay? Si tu as plus d'équipes, ben, tu as plus de choix, puis il est plus dilué le talent. Mais plus tu as du bon talent à une certaine place, je pense que ça va aider aussi les fans, ça va aider toutes les équipes. Mais il y a d'une façon sûrement de faire, de regarder ce qu'on fait exactement. C'est quoi les changements qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à demain, puis qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Parce que, veut pas, on n'a pas le même sport, on n'a pas le même calibre au Québec. On a besoin de ça. Qui viennent en Arizona, que pendant 2 mois, à cette heure, on peut faire les remote schools, on peut faire ça facilement. Tu peux t'entraîner 2 mois par année, puis après ça, tu vas au Québec avec une belle installation, des belles places que tu peux t'entraîner à l'année longue, un dôme, des choses comme ça. Tu peux faire ça, ce serait facile de faire ça. Mais il faut vraiment s'asseoir et parler comme du monde. Parce que veut pas. Il y en a du talent, là. On le sait. On est des bons athlètes, on est des joueurs de hockey, là. C'est le meilleur hand-eye coordination, c'est ça qu'on est. Là, il faut les installations, comme tu disais, les coachs, les opportunités, puis contre qui qu'on joue, c'est important. Fait que, il faut trouver une façon. C'est pour ça, moi, j'adore quand l'ABC vient en Arizona. Ils ont la chance d'avoir joué contre vraiment des bons. Là, on pourrait, c'est plus high school, je veux dire. Le high school puis junior college, c'est plus le niveau un petit peu de l'ABC. Ouais, mais tu sais, moi, écoute, j'allais voir avec toi la game du fils de ta femme, puis pour le championnat de l'État de l'Arizona. Le calibre est assez impressionnant. Je n'enlève rien, encore une fois, mais tu sais, on voit la différence entre du monde qui ont les installations et l'encadrement, puis qui joue 12 mois par année, tu sais. Pour être réaliste, exactement. Ils ne jouent pas 12 mois par année. Oui, ils jouent 12 mois par année, mais écoute, le talent est différent. On ne peut pas se comparer. Il faut prendre étape par étape, tranquillement, pas vite. Il faut prendre le talent qu'on a. On n'a pas 250 000 personnes à chaque année qui vont jouer au baseball. On n'a pas ça, tu sais. On a 40 quelques mille par année, puis beaucoup des jeunes. J'aimerais savoir c'est quoi la différence. D'après moi, c'est un petit peu plus jeune à cette heure, le niveau de joueur. Puis c'est sûr que oui, le niveau élite, qu'est-ce qu'on va faire pour le next step? C'est quoi le next step? Parce que là, l'ABC, tu peux pas être au centre Claude Robillard, puis tu sais, on est en retard un petit peu là-dessus. Fait que là, c'est quoi qu'il faut faire par rapport à leur donner les meilleures infrastructures, leur donner les meilleures exposures, pour montrer OK,
comment que je m'en vais dans un 4-year college? C'est quoi les avenues que j'ai besoin de faire pour me rendre dans un pro, collège, puis des choses comme ça? Fait que je pense que oui, tout le monde regarde toutes les options, mais je pense que vraiment, il faudrait s'asseoir qu'on parle du junior élite, de midget 3, puis même les sports schools, toutes les mettre ensemble, c'est quoi la meilleure solution? Ouais, mais surtout, il va falloir aussi mettre certains égos de côté parce que quand tu réunis tout le monde à la table, comme tu dis, qui va mettre la clé dans la porte, qui va accepter de faire un certain sacrifice. Hey, ça finit le segment relève. Merci beaucoup, Frank. On va se parler. On va annoncer si on a le show le 10. On a le show, évidemment, je le répète pour ceux qui l'ont pas écouté, on va être en direct la semaine prochaine, le 3 et le 11 aussi. Fait que merci, buddy. On se retrouve avec le segment du closer. Sa chaise, ça me fait rire parce que, tu sais, on a 10 secondes. Non. C'était ça comme in and out. Hey, oui, mais écoute, on n'a pas le choix. Puis là, en plus, c'est correct, le micro, c'est pas la fin du monde. Mais le temps passe vite parce que dans exactement moins de 15 minutes, on va être en direct pour Game Over version anglophone avec, on reçoit Frank Frangillo. Qui est comment on avait dit ça, le directeur en fait de l'entertainment pour les Savannah Bananas. C'est vraiment une équipe. Allez voir ça allez voir leurs vidéos. J'allais dire, c'est pas un cirque ambulant, mais je veux dire, c'est quand même. C'est ça du soleil alentour d'une game de baseball, mettons. Non, mais tu sais, les boys, évidemment, jouent déguisés. Oui, déguisés. Ils sont habillés en banane, on va le dire. Mais c'est pas des clowns non plus, là, tu sais, honnêtement. C'est pas les Harlem Globetrotters. C'est vraiment des vrais games de baseball. C'est du haut calibre. Eric comparait ça à du 2A. Mais pas juste ça aussi, c'est que là, ils sont en train de réinventer un peu la game avec des règlements quand même assez loufoques. Entre autres, si t'es un frappeur et que tu frappes une fausse balle et un des fans dans les estrades attrape la balle, t'es out. Il y a un temps maximum de 2 heures par game. Tu peux voler le premier but. C'est-à-dire que si jamais, mettons, il y a un wild pitch ou n'importe quoi, ou le catcher échappe la balle, tu as le droit sur n'importe quel lancer, pas après 2 prises, tu peux décider de partir et de voler le premier but. Fait que c'est quand même des idées un peu loufoques, mais des idées qui peuvent quand même peut-être amener l'intérêt puis ramener les gens à mettre leurs fesses dans les estrades parce qu'on sait que c'est le défi du baseball majeur. Il n'y a pas beaucoup de temps. J'aurais aimé ça qu'on parle parce qu'on a ouvert la porte tantôt, puis sauf que je sais que si je fais la gaffe de l'ouvrir là puis que je parle de gros contrats, je te perds pendant une demi-heure parce qu'on parlait évidemment de la conférence de presse du propriétaire des Mets qui a essayé de calmer tout le monde malgré le milliard qu'il a dépensé sur 3 joueurs cette année. Man, sérieux, on va en reparler. Puis je vais juste, tu sais, mais pour qui ça a déjà marché ces sacrés gros contrats-là? Francisco Lindor n'est pas le même joueur depuis qu'il a signé un contrat de 10 ans. C'est pas le gars de Cleveland, là, puis c'est une drop radicale, là. En tout cas. Oui, mais écoute, oui, c'est vrai, tu as raison. OK, il n'y a pas beaucoup de contrats qui marchent, mais faut réaliser, là, on parle juste de performance là, sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier l'argent que les propriétaires font avec les joueurs dans l'uniforme. C'est ça, il ne faut pas oublier. Là. On parle toujours, il va pas bien, il va moins bien, blablabla. C'est pas ça là, l'important. C'est la raison pourquoi ils investissent l'argent dans un joueur, parce qu'ils vont faire de l'argent avec le joueur. On fait juste penser business, c'est juste ça. Est-ce que Lindor il apporte beaucoup d'attention sur les Mets? Oui. On va parler même, on va parler d'Ohtani, ça va être le fun, ça. Oui, ça, l'année prochaine. Juste parenthèse, il faut que je le dise aux gens qui nous écoutent. À chaque fois on se parle à chaque 2-3 jours, toi puis moi. Ben, avec raison, on parle d'Ohtani à peu près à chaque fois qu'on se parle. Même quand c'est même pas des discussions à propos du podcast, on se dit hey, t'as-tu fait la game hier, man, ça n'a pas de bon sens. Peut-être, il va y avoir un débat sur est-ce présentement le meilleur joueur. Ben non, c'est le meilleur joueur du baseball majeur. C'est-tu le meilleur joueur de tous les temps? On verra s'il est capable de maintenir ça encore 4-5 ans. On fera un spécial Ohtani parce que je pense, surtout de ce qu'on va se rapprocher, je pense pas que les Angels vont les changer cette année, même s'ils commencent à baisser dans le classement. Mais ils n'ont pas commencé à parler de prolongation de contrat non plus. Je sais pas si c'est à cause de lui qui dit calmez-vous, je ne vais pas en parler tout de suite, mais il me semble que c'est bien tranquille de ce côté-là. Je me trompe-tu? Ouais, tu ne tombes pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de pression sur Ohtani de setter je vais dire en anglais, un precedent. Ouais. Fait que les prochains contrats, ça va toujours être pire que Ohtani parce qu'il n'y a pas personne qui va se comparer à Ohtani. Il n'y a pas personne qui va frapper 45 home runs, qui va avoir une moyenne de 3 points mérités, qui va faire deux home runs d'une game avec 10 strikeouts. Tu ne verras pas ça hier, dans notre lifetime. On ne verra pas ça dans notre lifetime, nous autres. Fait que tu sais, c'est important que son agent comprenne c'est quoi sa vraie valeur. Quand tu as un gars comme Messi... Je pense que son agent a une petite idée de sa valeur. Je pense que 250 millions par année, Messi. D'après moi, tu trouves-tu que Messi vaut plus que Ohtani? Oui, parce que le soccer, le football, le foot. MLS à Miami.
OK, c'est pas... Ah oui, c'est vrai, attends une minute. Il est rendu à Miami, c'est vrai. Moi, je pensais que ça allait dans la ligue Ils ont donné des shares de Apple TV. Ils ont donné des pourcentages. Il fait 1,6 million par poste. Otani, il vaut plus que ça, là. Il vaut plus que ça, Otani. Fait que là, il vaut quoi? 300 millions par année? Mais là, tu viens de me perdre à 1 million par poste. Si je me sens vraiment... non, j'ai même pas... Je pense que j'ai l'équivalent de 25 cents par poste à peu près et tout. Non, mais je comprends ce que tu dis, puis ça va être intéressant. Moi, tant qu'à moi, je veux dire, si Max Scherzer réussit à avoir un contrat de 43 millions quand tu lances... En fait, quand tu joues aux 5 jours... Moi, je pense qu'Otani, on en parlera parce que là, on va se quitter dans quelques secondes là-dessus pour se préparer pour le podcast en anglais. C'est une façon polie de dire que j'ai envie de pisser et je vais être prêt pour l'autre podcast. Mais d'après moi, s'il n'y a pas de prolongation de contrat, parce que c'est-tu cette année qui tombe agent libre ou c'est l'année prochaine? C'est l'année prochaine, je pense. L'année prochaine. Exact. C'est ça. Moi, je pense que ça va être le premier gras de 60 millions par année. 60, non, jamais. S'ils signent 60 millions, là, les joueurs ne laisseront pas signer ça. Tu penses? Au moins 100 millions par année, voyons. Jamais. Hey, gros, attends une minute! Il peut 100 pas. millions par année? Je te dis. C'est 100 millions par année. Pourquoi que Messi ferait 250 millions par année ou même le gars Ronaldo? Ronaldo, il pense un contrat de 3 ans, 638 millions. Mais lui, il est rendu en Arabie Saoudite, c'est pas la même affaire aussi. C'est là-bas, je veux dire... L'impact. Il échappe du change, puis puis c'est des millions, tu sais. Fait que... L'impact qu'Otani a de 750 millions de fans, l'impact que lui a par rapport au baseball, à son sport, par rapport à l'argent généré dans l'industrie du baseball, Otani vaut plus que ça. C'est pas compliqué. 100 millions par année. All right, j'ai bien hâte qu'on ait cette discussion-là. T'as raison, gars, de toute façon, on va en parler plus en profondeur puis de tous ces contrats-là. Parce que moi, tu sais, regarde, Giancarlo Stanton, ça avait-tu l'air d'une bonne signature il y a 4-5 ans? Je veux dire, tabarouette, il y a de la misère à ramper jusqu'au marbre tellement qu'il est blessé, tu sais, fait que... Puis non seulement ça, à ce prix-là, tu sais, t'es juste DH, t'es pas capable de jouer dans le champ. Moi, ça vient me chercher à chaque fois, tu sais, je veux dire. Pour la même raison, là, tu m'aimeras pas quand je vais dire ça, mais j'ai jamais compris pourquoi que les lanceurs, précisément ceux qui sont mieux payés dans les majeurs, c'est les lanceurs qui jouent, encore une fois, je le répète, aux 5 jours. Tu sais, quand t'as des gars qui jouent pas... Regarde-moi pas de même. J'ai perdu mon arbitrage. Je te rappelle pourquoi j'ai perdu mon arbitrage? Parce que j'allais changer la structure au complète de le releveur. Ça t'apprendra à être un rebelle. Hey, là-dessus, on vous dit bonsoir tout le monde. Ceux qui sont encore dans le mood de parler de baseball, restez avec nous autres. À 10h pile, on commence le podcast version anglophone. Sinon, d'ici ce temps-là, je le répète, le 3 juillet, c'est notre prochain épisode. Parce que, évidemment, tu sais, d'habitude, on est aux 2 semaines, mais comme on a sauté une semaine, puis on a du fun, puis on s'ennuie un de l'autre, on est content de se voir puis se parler de balle. Fait que on va être en direct le 3 juillet, ce qui est lundi prochain. Le lundi 10 juillet, probablement, reste à confirmer, mais ça s'enligne bien pour ça qu'avec Frank, que vous venez de voir, on va faire un show spécial. Peut-être, je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure. On va parler avec des gens à travers la ligue. On va regarder les transactions qui ont été faites parce que c'est le trade deadline, excusez-moi. C'est le... On dirait que je me pratique pour le prochain podcast. C'est la date limite des échanges, le 10. Et après ça, je retrouve mon grand chum Gags le 11 pour un autre épisode de Game Over. Puis après ça, on vous annoncera les dates qui s'en viennent. De toute façon, on va se voir la face assez souvent. Merci. En fait, si vous voulez écoutez, suivre sur les réseaux sociaux, ils sont tous devant vous. Surtout sur Instagram, un peu partout. TikTok aussi. Moi puis Gags, on a quand même du fun à se faire des petites vidéos. À se relancer l'un l'autre, faire des petites prédictions. Et évidemment, merci à toute la gang qu'on voit à l'écran présentement qui nous aident énormément dans la création du podcast. Et buddy, je te dis pas bonne nuit, je te dis à tantôt. On va pisser puis on recommence en anglais dans 10 minutes. Hey man, c'était vraiment le fun. Puis je dois avouer que de toute façon, c'était sûr qu'on l'avait sur notre liste, Philippe. C'est toi qui l'as appelé. Puis quelle belle rencontre de ma part, quel être humain. Ah, c'est un bon bonhomme. Merci mon homme, c'est bon. Ouais. OK, on se voit dans 5 minutes. On se voit dans 5 minutes. Ciao. Okay. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes Bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over.